Cet hebdo, édition du dimanche 10 mai 2020. Bien bonjour à tous et merci d'être sur STV. C'est un plaisir de vous retrouver. Ce dimanche, deux sujets nous intéressent. D'abord, nous ferons le point des dernières nouvelles autour du Covid-19 avec entre autres la sortie du ministre de la Santé publique qui interdit l'utilisation systématique du scanner thoracique pour détecter le Covid-19. Dans les reportages effectués dans diverses rédactions, des patients affirment débourser des sommes énormes allant parfois jusqu'à 500 000 francs CFA pour se faire dépister à travers des scanners. On dirait également un mot sur le traitement proposé par Monseigneur Cléda, traitement qui semble ne pas recevoir l'assentiment de l'ordre des médecins. Pourquoi? On en parle dans un instant avec le docteur Roger Etoa et Denis Kwebo, journaliste consultant permanent de cette émission. En deuxième partie, on parlera des acteurs de l'opposition au Cameroun. Le prétexte, c'est le retour maison de Jean-Jacques Ekindi au RDPC, ancien chasseur de Lyon. La question, que devient le MP qu'il quitte, nous amènera à interroger plus profondément les acteurs de l'opposition au Cameroun. Quelle opposition faut-il face à 38 ans de règne sans partage de pouvoir? On en parlera avec Célestin Diamène du MRC et Gilbert Rostand-Médou du MP. Donc, les premiers panélistes sont déjà sur le plateau. Denis Kwebo, vous êtes journaliste, je l'ai dit. Vous êtes le consultant permanent de cette émission. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Léla et bonjour à tous ceux qui regardent l'émission. Je suis là avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Alors, on ne vous a pas beaucoup entendu sur la sortie de la SICAM qui fait savoir que ces masques de protection sont disponibles du Made in Cameroun. Sauf que depuis quelque temps, le prix fait polémique, 1300 francs CFA la pièce. Un commentaire peut-être. Oui, donc le marché va se réguler par lui-même. J'ai acheté 20 masques. SICAM? Non. Il est hors de question d'acheter plus cher alors qu'on peut avoir... Mais c'est le Made in Cameroun, Denis Kwebo. Tous les masques que j'achète sont Made in Cameroun. C'est fait de façon artisanale par des tailleurs ou des bricoleurs camerounais avec du bon tissu, du tissu SICAM d'ailleurs. Et il est inexplicable que SICAM produise de façon industrielle des masques pour les vendre plus cher que les masques fabriqués par nos couturiers. Quoique, comme j'ai dit tout à l'heure, le marché va faire son affaire. Par contre, j'ai sur mon compte Twitter proposé à l'État de réquisitionner tous ces masques. Quoique c'est plus facile d'avoir des masques à réquisition pour le grand nombre de Camerounais que de laisser que chacun se débrouille parce que vous savez que la norme n'existe pas chez nous. Ou alors, lorsqu'elle existe, c'est une norme qui ne correspond à rien du tout. Et tout à l'heure, quand vous allez parler de toutes les expérimentations qu'il faut faire pour tel ou tel produit, il faut qu'on nous dise bien qui a testé et homologué tous les masques qui sont vendus, qui sont importés ou qui sont aussi fabriqués par la SICAM. Quel est le standard? De toute façon, le prix n'est pas bon. Il y a des Camerounais qui nous ont dit qu'ils ne peuvent pas rester chez eux un jour parce qu'ils ne peuvent pas, ils vivent au jour le jour. Mais leur demander de porter un masque acheté à 1300 francs, encore qu'on ne peut pas porter le même masque, je veux dire, plusieurs fois sans les laver. Donc, il faut que les gens puissent en avoir peut-être 2 ou 3 pour pouvoir les laver et les utiliser ensuite. Je crois qu'il y a une question qui n'est pas essentiellement économique, qui est d'ordre sanitaire et d'ordre social qu'il faut résoudre. À ce moment-là, on peut harmoniser les prix et réquisitionner même l'ensemble de la production pour que le grand nombre puisse emporter. C'est une question de santé et de sécurité publique. Et lorsque vous ne protégez pas, vous mettez en danger beaucoup de personnes. L'État peut intervenir à ce moment-ci. Autant on distribue des gels et d'autres équipements de protection aux Camerounais, autant on peut utiliser la richesse nationale à cette fin-là. Bon, SICAM aussi a d'énormes difficultés financières et l'opportunité de la fabrication de masques se présente et ils sont obligés de rester sur la dimension commerciale. En tout cas, nous, on ne va pas leur demander à eux de réguler le prix alors qu'ils ont des coûts à surmonter. Merci Denis Kwebo d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, le docteur Roger Etoa, il est médecin. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, bonjour
vos téléspectateurs. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, certains Camerounais ont noté comme un relâchement dans le respect des mesures barrières depuis justement l'assouplissement de certaines mesures par le Premier ministre. Est-ce que vous avez fait le même constat? Oui, si vous le permettez, avant de répondre à cette question, j'aimerais bien rebondir sur la question des masques de SICAM. Tout ce que Denis Kwebo a dit est absolument pertinent sur le coût, mais je voudrais apporter un bémol en disant quand même qu'il faut faire attention avec les qualités de masques qui circulent ici dehors. Il y a énormément de masques en tissu qui coûtent moins cher, 500 francs, 600 francs, 250 et tout, mais je peux vous dire que ce ne sont pas toujours de bons masques. Moi, j'ai vérifié plusieurs fois. Il y a des masques qui sont extrêmement perméables, qui sont très mal confectionnés. Donc, je pense que l'ANOR a publié une série de références de qualité qu'un masque en tissu doit comporter, qui s'est probablement également inspiré de l'AFNOR, c'est-à-dire son homologue français. Moi, j'ai lu beaucoup de documents sur l'AFNOR. Moi, j'ai retrouvé ces masques au niveau des masques SICAM. Je ne suis pas à l'heure commerciale, mais je voudrais quand même rétablir les faits. Je pense que ce sont des masques d'une extrême bonne qualité qui, en réalité, pour ceux qui peuvent les avoir, je pense qu'il faut pas... Parce que justement, c'est ça l'autre question. Justement. Les Camerounais doivent se protéger, mais est-ce que les masques fabriqués par SICAM, qui est une entreprise camerounaise, est à la portée, est-ce que ces masques-là sont à la portée justement de tous les Camerounais? Non, on peut toujours relativiser le prix. Moi, je pense qu'avant que ces masques en tissu soient démocratisés, les gens achetaient des masques jetables là. Pas tout le monde, docteur. Oui, on achetait quand même. Les gens achetaient des masques jetables à 1000 francs. Vous achetez un masque jetable à 1000 francs, c'est quand même... les masques de SICAM, je pense, coûtent 1300. Non, mais je tiens à préciser quand même que tout le monde ne pouvait pas se permettre d'acheter ces masques à 1000 francs. Oui, je vais y arriver. Les masques en SICAM coûtent à peu près 1300. Je pense qu'on peut faire à peu près 15 ou 20 lavages qui reviennent à peu près à 50 francs le port ou la journée. Je pense logiquement que c'est un prix qui est raisonnable, je pense. Maintenant, ça n'exclut pas que SICAM puisse bénéficier d'une subvention pour pouvoir amortir les coûts de la fabrication et de la conception de ces masques. Je dois également vous ajouter, à cause de la crise, tous ces intrants ont augmenté, le prix du coton a augmenté, un certain nombre de choses ont augmenté et donc la fabrication industrielle n'est plus toujours évidente. Bon, je ne connais pas tous les éléments factuels qui ont permis la détermination du prix de SICAM, mais en tant que médecin, je pense que ce sont de bons masques et que moi je conseillerais à toute personne qui aimerait les acquérir de pouvoir le faire. On achète déjà des gels à 4000, les thermomètres à 150 000, un certain nombre d'équipements. Je ne pense pas que 1300, si quelqu'un veut acquérir ces masques, vous revenez de façon subtile justement, sur ce bon de commande de matériel. Voilà. Donc maintenant, sur la question que vous avez posée, évidemment, on constate évidemment un relâchement au niveau des mesures barrières, des mesures de distanciation sociale, d'hygiène. Les gens ont réinvesti massivement les débits de boissons. La faute à qui? Disons que j'ai toujours dit que en tant que dirigeant, je pense que le dirigeant joue toujours sur une double pédale entre la réalité économique et la réalité sanitaire. C'est-à-dire que, évidemment, il faut protéger la santé des populations. Après, peut-être qu'ils ont également peur les gouvernements ont également peur de détruire le fragile tissu économique. Donc, je pense que on essaye un peu de jouer sur les deux. Mais j'aimerais également, au-delà du gouvernement de Cameroun, signaler que le déconfinement est presque à la mode dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde ont publié des programmes de déconfinement. La France, l'Allemagne, la Chine, un certain nombre de choses. Et donc,
après le confinement, il y a à peu près deux séries de scénarios. Il y a deux types de scénarios de déconfinement. Il peut y avoir un déconfinement en dents de scie, c'est-à-dire que quand on confine la population pour que la courbe de la transmission des nouvelles infections baisse, qu'elle s'aplatisse, et dès qu'elle s'est aplatie, on relâche un peu pour que l'économie puisse un peu revivre. Quand la courbe remonte, on reconfine, et ainsi de suite. Donc on fait un déconfinement en dents de scie. Ça, c'est la première stratégie de déconfinement. La deuxième stratégie de déconfinement, c'est un déconfinement, c'est une association de confinement individuel plus de confinement ciblé. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle confinement individuel? C'est-à-dire que c'est le port obligatoire du masque en tout lieu et en tout temps. Et le confinement ciblé, c'est le ciblage, c'est la mise en isolement, la mise en confinement à la maison des personnes qui portent un certain nombre de fragilités, des personnes âgées, des personnes qui portent des comorbidités. Donc aujourd'hui, et je dois dire que tout le monde, tous les États, après, je veux dire un peu des craintes sur l'échec, l'impact limité du confinement, tous les États semblent et implicitement aller vers l'immunité collective. C'est-à-dire que quand on veut qu'un certain nombre de personnes contractent l'infection, résistent pour pouvoir dégager une certaine immunité. Mais est-ce que ça ne comporte pas de risques également? Évidemment, ça comporte des risques, mais à un moment, tout le monde, on a essayé le confinement, les économies sont en train de s'essouffler, les populations développent un certain nombre de problèmes mentaux, il y a énormément des cas de stress, de panique, de violence conjugale, un certain nombre de choses. Donc, c'est assez compliqué, Il n'y a pas, le coronavirus nous donne certaines leçons, c'est-à-dire des leçons d'humilité et de modestie. Il n'y a pas une solution ultime, il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas une solution unique. On essaye comme ça et après, il faut... Denis Kobo, de façon très subtile, justement, le docteur Ito est revenu sur ce bon de commande administratif émis pour le matériel de lutte contre le Covid-19. Je vous ai très introduit. Au regard justement de la mercuriale en place, est-ce qu'on peut parler de surfacturation? Alors, vous savez, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans toute la polémique qui a entretenu ces derniers temps. Cette polémique n'est pas du tout saine. Parce que je ne m'intéresse pas aux chiffres qui ne me renseignent sur rien. L'État du Cameroun a la responsabilité de la protection de la sécurité de chaque Camerounais. Nous sommes dans le cadre d'une pandémie et je suis parfois surpris que nous dépensions tellement d'énergie à gérer nos problèmes avec le dirigeant politique qu'à adresser la question de la santé des Camerounais. Et je crois que, je ne sais pas si avec d'autres journalistes, on a participé à une formation sur cette question-là. Et nous disions que, en tant que journaliste, ce qui m'intéresse, c'est l'essentiel en matière de la pandémie en cours. Les questions liées au coût de tel ou tel matériel ne devraient pas m'intéresser parce que ces questions-là ne sont pas essentielles à la stabilisation de la situation sanitaire actuelle. Ça, c'est ce que je dis. Donc, on saura, si on a acheté un produit à tel prix ou tel autre prix, demain, on le saura. Moi, par contre, je suis intéressé par l'idée que je développe et que d'autres abordent, la question de la déresponsabilisation des Camerounais. Et ça se ressent beaucoup depuis que cette pandémie sévit au Cameroun et ailleurs dans le monde. On vous dit qu'il y a un virus extrêmement mortel, surtout pour une catégorie de citoyens. On nous dit exactement comment est-ce que ce virus se transmet d'une personne à l'autre. Et un gouvernement légalement établi dans un pays, comme le Cameroun, édicte des mesures barrières. Alors, qu'est-ce que le citoyen fait face aux mesures édictées par un gouvernement? Un citoyen correct, normal, observe strictement ces mesures-là. Au-delà du gouvernement, parce qu'on peut avoir une pandémie dans un pays où le gouvernement n'existe plus, il y a la question de la sécurité de l'individu, de la sécurité de sa famille, la sécurité de son entourage immédiat ou son entourage plus ou moins proche. Est-ce qu'il y a une disposition particulière qui vous oblige à vous rendre dans les lieux de loisirs ou de plaisir 18 heures sonnées? Non. Les gens qui, tout à l'heure on parlait du masque qui coûterait cher à 1300 francs. Comment est-ce que le même individu qui dit ne pas être en mesure d'acheter un masque à 1300 francs préfère aller prendre
2 bouteilles de champagne ou de whisky le soir. Et nous, Camerounais adultes, nous avons tendance à lui accorder un chèque en blanc à lui. Donc, l'irresponsabilité dont vous parlez là, ça relève de quoi? Ça relève un manque d'éducation, pas assez de sensibilisation autour de cette maladie. Ça relève de quoi cette irresponsabilité? Ça relève du fait que, tout à l'heure j'ai parlé de l'essentiel, on a de plus en plus de citoyens camerounais qui ne savent pas faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et cette catégorie-là, ce n'est pas, pas seulement l'homme de la rue. Les personnes, moi j'ai eu à dire, il y a des personnes assez irresponsables qui se recrutent dans les couches censé être la lumière de la société. Et c'est pour cela justement qu'il y a des problèmes. Moi, je prends l'exemple de... Moi, je suis journaliste. Et il y a des messages que je ne pourrais jamais véhiculer en temps de catastrophe, en temps de crise, en temps de guerre. Ça, c'est ma responsabilité en tant que professionnel, c'est ma responsabilité en tant qu'adulte, en tant que parent. Mais pourquoi est-ce qu'on peut en arriver là? Et regardez comment est-ce que une facture, je ne sais pas, une facture non identifiée, je ne dis pas qu'elle n'est pas authentique, fait le tour de la toile. Il y a une circulation virale des informations qui tend, n'est-ce pas, à dérailler l'attention, à défocaliser l'attention sur les choses essentielles. La chose la plus importante aujourd'hui, quand le feu brûle, même dans une maison, dans mon village, on sauve d'abord l'essentiel. S'il y a des humains, des êtres vivants là à l'intérieur, on les sauve. Après, on peut passer aux meubles et pas à tous les meubles. On prend d'abord ce qu'il faut préserver. Si ensuite on peut sécuriser, on peut, retenir quelque chose de l'édifice, on le fera. Mais d'où vient-il que dans notre pays, les questions qui intéressent le plus les gens, soit ce qui peut circuler de façon virale, c'est un problème réel. Même le jour où il y aura un tsunami, ici, parce qu'il peut y en avoir un tsunami, nous sommes non loin de la mer, le jour où il y aura un tsunami, il y en a qui vont rester sur place au lieu d'aller un peu en zone élevée parce qu'ils accusent le gouvernement de n'avoir pas mis des chaloupes sur les berges du Vouri. Ce n'est pas comme ça que les gens, même les animaux, réagissent en cas de catastrophe. En cas de catastrophe, chacun essaye d'abord de sauver sa tête et puis les critiques, on peut les adresser en France. Peut-être que la Macronie, tout ce qui se passe en Occident, se répercute sur le type de dirigeants qui ont calqué leur mental sur ce modèle-là. Mais ce n'est pas moi. Moi, je documente certaines autres choses. Demain, on va s'asseoir en tant que professionnel, en tant que citoyen, pour discuter des manquements. On verra les prix. Parce qu'on sait que chez nous, les gens peuvent profiter. Donc après la pandémie, on pourra justement parler. Bien sûr, on peut regarder combien ça nous a coûté, comment est-ce que les dépenses ont été ordonnées et comment est-ce que certaines commandes publiques ont été exécutées. Merci, ça, pour moi, c'est pas le moment. On va justement parler de cette sortie du ministre de... Disons que pour ajouter de l'eau au moulin de Denis, j'allais quand même dire que c'est vrai que il faut aussi regarder le contexte. Je connais absolument pas ce qui s'est passé. J'ai également vu la polémique dans des prix sur les réseaux sociaux. Mais je dois dire que dans le contexte actuel, il y a une inflation de tout. Il y a une inflation de tout, des prix de gel, des machins. Aujourd'hui, si vous circulez, vous voulez acheter un seul thermomètre là, et tout, vous allez faire le tour de peut-être 100 pharmacies, vous n'allez pas trouver. Donc, parce que l'usine, en fait, l'origine de ces produits, c'est à l'étranger, en Asie. Avec la fermeture des frontières, l'acquisition de ces produits est assez difficile. Donc, il y a cette inflation. Moi, je connais des personnes à titre privé qui ont acheté un thermomètre à 200 000, je vois, et tout. Au moment du pic de la peur, parce que c'est la peur qui génère, qui génère tout ça. Et ce qu'on devrait plutôt, à la fin, comme on a dit, observer... Ça veut dire qu'à ce moment-là, on interpelle le ministre du Commerce. Oui, parce que, évidemment, on interpelle parce que moi j'ai dirigé des structures médicales, publiques. La mercuriale, ce n'est pas la panacée. Vous n'avez par exemple pas tous les produits du monde ne sont pas référencés. C'est des produits principaux qui sont référencés dans la mercuriale. Il est possible même que vous cherchiez le prix du thermomètre, là vous n'allez pas le trouver. Et donc dans ce genre de figure, on doit juste s'assurer que les éléments de concurrence ont été respectés. L'appel d'offres, la concurrence, la sélection transparente des concurrents, des moins 10 ans. Au code des marchés publics. Exactement. Donc comme il dit, le prix n'est pas important, mais il faut savoir si la procédure a été respectée. Alors, en tant que médecin, comment est-ce que vous avez accueilli la sortie du ministre de la Santé, la sortie du 29 avril?
dans laquelle le docteur Mandaouda Malachi interdisait l'utilisation systématique des scanners pour dépister le Covid-19. Bon, dans cette sortie, on peut la lire sous deux prismes. D'abord, il y a le prisme médical qui garantit la liberté de prescription du médecin, selon le code de déontologie médicale. Le médecin est en principe libre de prescrire ce qu'il veut, où il veut. En principe, je dis bien en principe. Maintenant, même également sur le plan scientifique, le scanner n'est pas inutile dans le dépistage du coronavirus, le scanner du thorax. Notamment, aujourd'hui, le gold standard, la référence reste la PCR, cet examen virologique, mais qui lui-même a un taux important de faux négatifs. Donc, qui dépend de son interprétation, dépend notamment de la période d'incubation, de prélèvement et de la technique de prélèvement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de faux négatifs qui durent parfois à la mauvaise technique de prélèvement. On doit envoyer les couvillons au niveau du nasopharynx. Donc, et parfois, on observe des prélèvements qui sont faits uniquement au niveau nasal. On doit envoyer au niveau du nasopharynx, tourner les couvillons pendant à peu près 15 secondes pour avoir le temps de bien racler, ramasser un certain nombre de sécrétions, de muqueuses pour pouvoir les examiner. La qualité de la PCR dépend également du plateau technique, du matériel utilisé et même de l'expérience même des personnes au laboratoire. Donc c'est un examen qui, vous savez, en médecine, vous avez, surtout dans la question du coronavirus, on peut diagnostiquer le coronavirus par à peu près 4 types de tests. Vous avez les premiers tests qui sont des tests de dépistage rapide, qui sont des tests très sensibles. Vous avez vu, le chef d'État a offert 5000 tests de dépistage rapide. Ce sont des tests très sensibles où on a un résultat au bout de 15 minutes, même 5 minutes même. Mais ces tests sont des tests très sensibles, mais peu spécifiques. C'est-à-dire qu'il détecte tout ce qui est coronavirus, tout ce qui ressemble au coronavirus, et même parfois, même quand la période de guérison est arrivée, quand la période active est dépassée. Ensuite, vous avez des tests virologiques, qui sont des tests dits de confirmation, dont la fameuse PCR dont je parlais. Qui sont des tests d'une faible sensibilité, mais d'une forte spécificité. C'est-à-dire qu'eux, ils ne détectent que le coronavirus et pas autre chose. Donc, c'est-à-dire que s'il a dit que c'est positif, alors c'est positif. Mais s'il a dit que c'est négatif, il peut avoir quand même certains positifs qu'il a ratés. Donc, ces tests ont également un taux de faux négatifs. Les tests de dépistage rapide ont un taux de faux positifs. Un certain nombre de faux positifs. Les tests de confirmation, la PCR a un taux ou également de faux négatifs. Ensuite, vous avez des tests d'orientation, comme le fameux scanner. C'est-à-dire qu'un scanner qui présente un scanner du thorax qui présente certaines images dans un contexte, une période donnée, avec, on dit le langage en médecine, des images en verre dépoli, c'est très pathognomonique d'un coronavirus. Ensuite, vous avez le quatrième moyen, c'est des tests, c'est des signes cliniques et des signes et des algorithmes cliniques. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui présentent un certain type de signes, de symptômes, on dit la fièvre, l'absence d'odorat, un certain nombre de choses et tout. Le contact avec des personnes qui étaient infectées. Donc vous avez un certain nombre d'algorithmes et tout ça qui vous font penser que ça peut être du coronavirus. Mais en pratique, moi je consulte tous les jours des patients de coronavirus. Ce n'est pas qu'un seul type qu'on utilise. C'est parfois une association parce que le malade est un tout. C'est une association de tous ces tests. On peut privilégier un test par rapport à l'autre, par rapport à sa disponibilité, par rapport à sa spécificité. Selon la sortie du ministre, on a l'impression que le test d'orientation scanner est le plus privilégié en ce moment. Oui, justement, ça dit que par rapport... Parce qu'aujourd'hui, les praticiens ont par exemple des difficultés à effectuer directement des tests de PCR, qui est le gold standard.
Aujourd'hui, pour vous faire prélever, il faut faut appeler l'équipe régionale, il faut que l'équipe arrive, ça prend parfois des jours, il faut qu'on vous prélève, il faut qu'on envoie l'analyse prend des jours. Pendant ce temps, le patient souffre, il a un souci, il faut le prendre en charge. Vous n'allez pas attendre un certain nombre de jours pour pouvoir sauver un patient et tout ça alors qu'il est malade. Donc le médecin a également, par rapport au serment qu'il a prêté, l'obligation de ne pas laisser mourir le patient. Non, je vais maintenant finir pour dire que, mais la sortie du ministre est une sortie qui vient quand même à point nommé, qui vient quand même recadrer un certain nombre de choses pour que la paresse intellectuelle ou la pratique dit que bon, comme la PCR est indisponible, tout le monde scanner. Donc il faut quand même raison garder que les médecins restent avec la tête sur les épaules, de savoir que voilà, on peut faire ceci, on peut faire cela, et il faut quand même, parce qu'on a quand même appris la médecine auprès du patient, qu'à défaut d'avoir tout ça, vous avez encore quand même la jugeote clinique et tout ça qui vous permet même de poser le diagnostic ou alors de commencer le traitement sans avoir imposé aux patients des examens coûteux. Denis, justement, à en croire la première partie de l'argumentaire du docteur Itoa, l'utilisation accrue du scanner se fait pour régler justement la question temps et surtout dans l'urgence. Partant de là, est-ce qu'elle était nécessaire cette sortie du docteur Manaouda Malachi? Bon, je n'ai pas cru entendre le docteur justifier l'utilisation, même abusée du scanner. Il présente des cas de figure, des opportunités qui s'offrent à un praticien en cas lorsqu'il est face à un patient. Sauf que la sortie du ministre venait à la suite de plusieurs dénonciations. Et moi, je faisais partie des premières personnes à dénoncer le clientélisme, le medical business des médecins camerounais. Et c'est un business général et les citoyens vont s'organiser désormais pour dénoncer cela. Il faut que les médecins pratiquent la médecine et non autre chose. Alors, lorsque vous utilisez systématiquement le scanner pour son coût, pas parce que vous avez une très grande orientation humaniste ou sociale, mais parce que vous voulez subtiliser de l'argent aux patients, cela est inadmissible. Et le ministre a été très doux avec les médecins. Ces médecins devaient être sanctionnés et peut-être poursuivis, y compris par ceux qui ont... Oui, je dis bien, si moi j'avais été docteur, je vais vous prendre un cas, je ne vais pas citer le médecin. Pourquoi est-ce que mon attention a été attirée? Il y a quelqu'un qui se retrouve ici à Douala, dans un hôpital, quelqu'un qui a des problèmes de pneumonie par le passé. Et on lui a fait un scanner au coût qu'on connaît. Son épouse, il a été mis sous soin. Son épouse, sans aucun test, a été mise sous soin. Ses enfants, sans aucun test, ont été directement mis sous soin dans une clinique de la place. Est-ce que c'est acceptable? Alors, le médecin n'a pas la liberté de ramasser tout le monde, le quartier, les mettre sous soin, parce que personne, il n'y a aucun texte qui lui donne cette possibilité de mettre quelqu'un sous soin sans qu'il y ait même suspicion, n'est-ce pas, d'apparition de signes de coronavirus. À quel titre est-ce qu'on met vos enfants sous soin parce que vous êtes atteint de Covid-19? À quel titre est-ce qu'on met votre épouse sous soin sans test? Ça, c'est inadmissible. Donc, c'est un business qu'il fallait stopper à temps et ça a été fait. J'ai dit également sur ce plateau une fois que les personnes qui distillent le plus de mauvaises et de fausses informations sur toute l'organisation administrative autour du Covid-19 aujourd'hui, c'est des praticiens. Je ne veux pas dire médecin parce qu'il y a un médecin sur le plateau. Donc, moi, en tant que journaliste, en tant que quelqu'un qui est au contact des sources d'information, on s'est rendu compte qu'il y a des propos qui émanent de certains médecins qui ne sont pas différents des propos que M. Kwebo ou n'importe quel Ben Skinner peut tenir. Et ça, c'est inadmissible du point de vue de la science. La médecine, c'est quand même... vous avez tout à l'heure, quand on va avancer sur la plus grande hérésie venant de l'ordre des médecins qu'on dénonce depuis beaucoup d'années. Ce n'est pas aujourd'hui que cela est. Et on peut si on avait l'occasion, par exemple, de les avoir, parce qu'ils n'iront jamais à un débat public avec personne, c'est une machine qui existe
au sein de l'État. Le docteur Ito est membre de l'ordre. Hein? Il est membre, tout le monde, parce qu'il est de la profession. Il n'est peut-être pas membre du bureau. Je dis parce qu'il est de la profession. Pas mandaté, mais il est quand même membre de l'ordre. Un journaliste ne répond pas de tous les journalistes. Il répond de lui. Il n'a pas prêté serment au nom des autres médecins. Là, on parle de la responsabilité individuelle. Là, quand on parle de l'ordre des médecins, ce n'est pas pour stigmatiser une personne à l'intérieur de ce point, que c'est eux quand même qui devaient s'assurer du respect des règles communes. Et ça, personne ne peut le tout. Là, on va rentrer dans le sujet. Lorsque vous donnez l'occasion, parce que ça se compte, pour ceux, moi je suis journaliste depuis quand même bientôt 25 ans, il y a des occasions où on entend l'establishment médical se prononcer. Et cet establishment ne se prononce qu'en rapport avec des intérêts qui ne sont pas des intérêts stratégiques nationaux. Ces intérêts qui sont des intérêts étrangers. Lorsque vous avez ce penchant-là sur les questions, tout à l'heure qu'on va aborder, des gens qui, sans aucune science, il faut avoir le courage parfois de dire la vérité à certaines personnes. Le fait que vous soyez médecin ne vous donne pas le droit de dire que un naturopathe reconnu qui rend service à des scientifiques reconnus mondialement, vous dites que le médicament qu'il propose, vous ne le recommandez pas. Vous préférez recommander ce que les délégués médicaux vous ont présenté en cabinet. Ce n'est pas bon. Parce qu'il y a une façon de mettre des réserves scientifiques sur un certain nombre de choses. Il y a un langage qu'on n'utilise pas lorsque vous avez un vis-à-vis qui a essayé de concevoir quelque chose, de mettre quelque chose sur pied. Il faut que la sentence vienne au terme d'un certain nombre de process qui correspondent quand même à la raison, pas vous ériger en arbitre. On l'a vu par le passé quand il était question de former les médecins dans les facultés au Cameroun. Vous avez vu que l'ordre des médecins s'est dressé contre l'université de Montagne. C'était catastrophique. Ils ne voulaient pas qu'on démocratise, n'est-ce pas, l'accès des jeunes Camerounais à la profession médicale. Ça s'est passé, il y a eu peut-être que c'est pour éviter les mauvaises formations des Ce n'est pas leur rôle. Votre rôle, c'est de savoir que le produit, vous examinez le produit qu'on vous apprécie. Une école de médecine installée au Cameroun forme un médecin et que l'ordre de médecin dit ce médecin-ci n'a pas les qualifications nécessaires à une période. J'ai dit ça avec quelqu'un qui disait qu'au Kenya, quand vous avez votre formation médicale dans n'importe quel pays du monde, vous revenez faire une formation d'adaptation d'1 an au pays. Donc, je crois qu'il faut, au lieu de prendre des sentences, il faut plutôt édicter des règles. Sinon, on a l'impression que c'est subjectif. Mais quand c'est des règles qui sont établies, personne ne va vous accuser d'être subjectif. Docteur Ito, qu'est-ce qui dérange justement avec le traitement proposé par Monseigneur Euclide? Pourquoi ça dérange l'ordre des médecins? Oui, avant de répondre à la question, bien sûr, vous voudrez répondre à Denis Kobo. Oui, je veux quand même répondre à Denis Kobo, qui semble très remonter contre les médecins. Contre l'ordre des médecins, pas contre les médecins. Non, mais j'aimerais quand même rappeler qu'un médecin, dans l'exercice de sa profession, est sous le coup de 4 types de responsabilités. Il y a la responsabilité administrative qui régit en fait, le règlement intérieur, toutes les procédures qui régissent le lieu d'exercice où il travaille. Si vous travaillez dans un hôpital, il y a un règlement intérieur de l'hôpital que vous ne devez pas violer, un certain nombre de choses. Ça, c'est la responsabilité administrative. Ensuite, il y a la responsabilité civile. Ça veut dire que si vous avez causé un certain dommage à autrui, il faut effectivement être en mesure de pouvoir le réparer. Hein? Notamment, je prends par exemple des personnes, des homicides involontaires, un certain nombre de personnes qui... le préjudice corporel en milieu hospitalier, si on vous a mal opéré, si on un certain nombre de choses et tout, il faut, ça c'est la responsabilité civile, il faut être un médecin doit être en capacité de pouvoir le dédommager. Pour les médecins du public, c'est l'État qui prend sur lui la responsabilité civile. Pour les médecins du privé, ils prennent une assurance responsabilité civile auprès des compagnies usuelles. Le médecin est également sous le coup de la responsabilité pénale. Donc, effectivement, si il a un certain nombre, s'il a commis des actes répréhensibles qui valent une sanction pénale, c'est pas avortement, négligence et tout, non-assistance à personne en danger. Tentative de viol. Voilà. Oui, ce sont des faits en fait qui relèvent du pénal.
Et donc, le médecin peut logiquement répondre. Ensuite, il y a la responsabilité ordinale, qui est la responsabilité corporatiste, c'est-à-dire la responsabilité qui régit l'exercice du métier pour lequel il travaille, c'est-à-dire par exemple l'ordre des médecins, le code de déontologie. Et donc, par rapport à s'il a, par exemple, violé le secret médical, un certain nombre de choses et tout, ça fait partie de la responsabilité corporatiste, ordinale. Et donc, chaque fois qu'un médecin est sous le coup de ce type de responsabilité, évidemment, il doit payer, il faut payer le prix. Et si c'est un acte qui à l'hôpital, il faut dénoncer. Soit vous dénoncez pour la responsabilité civile à la responsabilité administrative dans son lieu d'exercice, ou c'est la responsabilité civile et pénale dans les institutions judiciaires, ou la responsabilité ordinale au niveau de l'ordre des médecins. Mais je voudrais préciser que le médecin n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas en dessous non plus. Alors, il ne faut donc pas, sous prétexte que voilà, le corps est pourri, le corps est gangréné, et tout ça, traîner tous les médecins dans la boue. Il y a un nombre de médecins se tuent tous les jours pour sauver des vies, ils donnent leur énergie, ils donnent tout ce qu'ils ont pour pouvoir vraiment sauver des vies au quotidien. Donc, il y a, sur l'affaire des scanners, évidemment, il peut avoir quelques brebis galeuses. Il y a eu plus de brebis galeuses. Oui, il peut avoir quelques brebis galeuses qui, évidemment, ont des objectifs plutôt mercantiles. Mais il y a également beaucoup de médecins qui sont dans l'impasse. Un impasse diagnostique, un impasse thérapeutique. Il a un patient qui est là, il veut faire des tests, il n'y a pas, les tests ne sont pas disponibles. Qu'est-ce qu'il fait? Il prescrit pas au moins un scanner? Il fait quoi? Donc, il faut quand même, la liberté de prescrire est un droit inaliénable du médecin. Maintenant, comme il est sous le coup également de la responsabilité civile, le ministre de la Santé a le devoir, le droit de le recadrer, de dire que bon voilà, il faut quand même de la mesure, il faut de la pondérance et tout, mais ça ne veut pas dire qu'on doit bannir les scanners. On peut pas le bannir, on ne peut pas. Et tout ça, ça relève d'un outil thérapeutique ou diagnostique chez le médecin. Revenons justement aux médicaments du docteur Cléda. En quoi est-ce que la démarche de Monseigneur Cléda, en quoi est-ce que la démarche de Monseigneur Cléda constitue une entrave au travail des médecins au Cameroun? Alors, la démarche de Monseigneur Cléda, pour qui j'ai beaucoup de respect pour tout son engagement, c'est une autorité morale reconnue dans notre pays. Elle vient au moment où la science et la médecine semblent un peu en difficulté, notamment sur la question des traitements du coronavirus. C'est une initiative louable, mais qui ne respecte pas les normes. Je m'explique. Quelles normes? Les gens pensent souvent que la médecine traditionnelle n'est pas encadrée. C'est faux. La médecine traditionnelle est très bien encadrée au Cameroun. Il y a une direction de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé. Il y a même au niveau des personnes, des traitements traditionnels, c'est tout encadré. On a un institut de plantes médicinales qui est là, qui doit, si quelqu'un se lève un matin pour que tout le monde ne se mette pas à partager les médicaments comme ça, comme des illuminés, si vous pensez que vous avez un médicament, vous allez au niveau de l'Institut des plantes médicinales, vous dites que voilà le médicament que je pense qui peut soigner le coronavirus. Alors cet institut va faire quoi? Il va effectivement faire un screening du principe actif, c'est-à-dire détecter ce produit, le principe actif qui est dans votre médicament traditionnel, faire des études de toxicité, faire des dosages et un certain nombre de choses, et faire de l'assurance et mettre en place, et faire des études d'assurance qualité. Parce que c'est très important, les produits et consommables qu'on inocule sur les humains. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, comme un illuminé, dire que voilà et tout. Un pays, tant qu'il est structuré, ne vit pas dans l'anarchie. Je n'ai absolument aucun problème avec l'initiative de Monseigneur Cléda. Je suis plutôt impatient que son produit rentre dans le circuit
de la réglementation. Le ministère de la Santé et a envoyé qu'elle soit justement une considérée, équipe. parce qu'il y a ce qu'on appelle, son médicament fait partie de ce qu'on appelle les phytomédicaments. Et ça existe. Ce n'est pas banni. Ce n'est pas, c'est pas proscrit. Donc, vous allez au niveau de cet institut, vous allez trouver à peu près, il y a environ 1000 médicaments. Plus de 1000 médicaments, des chercheurs, Mais est-ce que ce n'est pas en train d'être fait? Parce que justement, le ministère de la Santé a envoyé une équipe Je suis absolument d'accord, mais maintenant, je ne veux pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Là, il s'est levé, il a dit qu'il a un médicament. Moi, je suis pour qu'on accélère les procédures pour pouvoir donc trouver son principe actif, le formaliser et tout ça là pour qu'il soit mis à la disposition des populations. Par contre, ce que j'observe, c'est qu'il y a tout un laisser-aller, un laxisme, un chèque en blanc qu'on a laissé, pas seulement à lui, un certain nombre d'autres personnes. On va, je sais pas, j'ai également vu, malheureusement, un de mes confrères, un cardiologue également, qui évidemment a aussi... mais là, bon, lui s'est rapproché, il a également écrit au ministère de la Santé, mais je ne sais pas si il administre déjà ou il faut... Mais il y a des procédures. Donc, je veux que mon plaidoyer, c'est qu'on accélère l'encadrement scientifique. Moi, j'ai été très curieux pour finir, que le ministre de la Santé envoie rapidement une équipe. L'Institut de plantes dont je parle dépend du ministère de la Recherche. Et je suis assez curieux de voir donc cet institut ou le ministère de la Recherche totalement en retrait, alors qu'en ce moment, soit peut-être Monseigneur Cléda ne sait pas que cet institut existe, et là, le ministère de la Recherche devrait peut-être aller vers lui, ou alors s'il sait que cet institut existe, il n'y va pas, et ça c'est un problème. Mais dans un pays, il faut des normes, il faut de la régulation, et tout ça pour que demain, après-demain, il faut qu'on pose des responsabilités sur un certain nombre de choses. Si ce médicament a traité quelqu'un, il faut qu'on puisse le dire. Si ça n'a pas traité, il faut qu'on puisse le dire. Peut-être, si vous me donnez encore 10 secondes, j'allais vous dire que dans la pratique, pourquoi les gens meurent du coronavirus? Ils meurent du coronavirus pour à peu près 3 types de retards. 1. Le retard à la décision d'aller à l'hôpital. C'est-à-dire que des gens, c'est avec le temps qu'on a pu commencer à démocratiser, à communiquer sur les signes, qu'est-ce que le coronavirus, comment ça se manifeste et tout. Beaucoup de gens ne prennent pas la décision d'aller à l'hôpital parce qu'ils ne savent même pas que les signes qui sont en train de présenter sont apparentés au coronavirus. Deuxième cause du retard à la décision, c'est justement cette ruée vers ces produits qui n'ont aucune homologation. Moi, j'ai un patient qui est décédé du coronavirus. Il prenait du Nkenkeliba pendant 10 jours à la maison. 10 jours. Et c'est quand il a eu sa détresse respiratoire qu'on a porté vraiment à la dernière minute et tout ça pour l'amener. Je connais beaucoup de patients qui se sont évadés des hôpitaux pour aller justement chez M. Cléda. Donc, le retard à la décision. Ils sont morts. Je parle. Monseigneur, excusez-moi. Non, c'est moi qui me trompe. Voilà. Donc, ça, le retard à la décision. Le deuxième retard, c'est le retard à l'arrivée. Et tout ça, notamment des questions dues à l'accessibilité géographique, notamment des tests et tout ça, des plateaux techniques, tous ceux qui vivent dans des zones rurales et consorts. Je connais un médecin qui est mort en allant on l'évacuait d'une zone rurale pour l'amener ici à l'hôpital général. Il est mort en route. Donc, c'est des questions d'accessibilité géographique, des questions d'accessibilité financière, notamment des coûts de tous ces examens, des scanners, de la réanimation, un certain nombre de choses. Et troisièmement, le retard à la prise en charge. Vous arrivez à l'hôpital, évidemment, tous ces hôpitaux sont surbondés, et tout ça, ce n'est pas toujours évident de pouvoir être pris en charge dans les délais. Donc, l'une des causes, l'une des craintes, pour moi, c'est le retard à la décision. Que les gens traînent à la maison, n'ayant pas la bonne information, ou plutôt des informations tronquées, prenant des médicaments non homologués, et qu'ils puissent arriver à l'hôpital en retard. Allez, Tidé du Kobo. J'aurais pu dire que quand le docteur parle, je me sens blessé à la place de beaucoup de Camerounais. Et bon,
je prends un peu de secondes pour ne pas dire de mauvaises choses. Moi, par exemple, quel que soit le milliard que vous prêtez, je n'irai jamais dans un hôpital au Cameroun. Là, vous pouvez être sûr. Mais c'est un choix. Vous n'allez pas imposer votre choix à des 25 millions de Camerounais. Je dis moi. Oui. Parce que je n'ai aucune raison de croire que je serais bien pris en charge. Je n'ai jamais eu aucune raison de le croire. Parce que je connais, j'étais trop proche du milieu médical. Quand j'étais pas au Cameroun, j'habitais à UCH, au CHU, à Ibadan. Et tous mes camarades sont soit médecins, soit biologistes. Je pense notamment au professeur Tafen, qui est très actif aujourd'hui au Nigeria dans la prise en charge. Toute la riposte nigériane est bâtie autour d'eux, un Camerounais qui a fait son lycée au Cameroun et qui aujourd'hui est une référence dans un grand pays comme le Nigeria. Et dans mon village, je connais beaucoup de femmes qui ont eu leur premier enfant grâce à la médecine traditionnelle. Et j'ai autour de moi beaucoup de Camerounais qui ont payé en centaines de millions à des praticiens de Douala pour avoir un enfant. Ils n'ont jamais eu un enfant et ces sommes ne sont pas remboursées. Si les médecins camerounais qui font partie de la petite bourgeoisie, parce que la petite bourgeoisie, je viens, dans tous les pays du monde, pas les médecins camerounais. Tous les médecins, c'est un choc pour tous les médecins qui souffrent là. La petite bourgeoisie bureaucratique, ça, même dans la signature, même dans l'attitude, on peut être petit bourgeois. Ça veut dire qu'on n'est pas porté vers ceux qui souffrent. Donc tous les efforts, toutes les paroles des médecins, je n'ai jamais vu, j'ai rarement vu quelques médecins camerounais qui parlent du patient en termes de personnes nécessiteuses. Le patient est un client pour la médecine qui est essentiellement privée. Si vous savez que j'ai travaillé sur la Kentini, l'une de mes meilleures enquêtes à mutation, c'était Hôpital à Kentini, une escroquerie bien codée à travers les codes. J'ai voulu publier également un article sur l'euthanasie qui se pratique au Cameroun. Je ne l'ai pas encore publié, parce que l'euthanasie se pratique ici. Si vous amenez les Camerounais à dire des choses des médecins, ça peut décourager ceux qui vont à l'hôpital. Donc aujourd'hui, au moins 90% des décès du Covid, ça s'est passé à l'hôpital, ça s'est pas passé à la maison. Et le premier patient mort, la première victime, qui était un médecin, est mort parce que personne ne lui a porté assistance. Vous l'avez lu, qu'il a été refusé d'admission dans les cliniques de vos pères, ici à Douala. On a fait le tour. Et ces pères qui parlent de médecine et qui parlent de la science n'ont pas pu lui trouver un lit. Il en est mort. Alors, si, docteur, on vous dit que la papaye soulage des symptômes du Covid-19, on n'a rien à cirer avec la vie d'un médecin parce que la papaye ne vous attend pas pour être consommée. Si la patate crue qui se mange partout, dans toutes les régions du Cameroun, peut soulager d'une toux, le citron peut soulager d'une toux, on n'a pas besoin d'aller à l'Institut des sciences médicales. Je vais vous poser une question. Les biscuits que vous achetez dans la rue, là, c'est composé de quoi, docteur? L'huile de palme que vous importez, qu'on importe d'Asie et que vous consommez chez vous, c'est composé de quoi? On a fait des tests dans quel laboratoire pour que vous consommiez cela? Dans un pays où certaines personnes, certains praticiens ne savent pas faire une coupe d'alcool, on n'a pas le droit de parler. Parce que dans les villages, on fabrique l'alcool. Donc un pays où des gens qui ont un titre de professeur importent l'alcool ou importent la glycérine, ils doivent être modestes lorsque un citoyen, même s'il n'a jamais été à l'école, vous dit « j'ai un médicament pour soigner telle maladie ». La première chose à faire, c'est d'être modeste, puisqu'on n'a jamais fabriqué la glycérine. On lui dit « alors, est-ce que vous pouvez nous présenter? Vous pensez que les millions de Camerounais se soignent où? Combien de personnes vont à l'hôpital au Cameroun? Combien de personnes? Si vous avez des statistiques. Très peu de Camerounais vont à l'hôpital. Pourquoi? Vous avez vous-même... Moi, mon grand-père était soignant. Et on avait au moins, en permanence, tout le monde le sait, tout le monde le connaît, il y avait au moins 50 personnes là. Tous les jours, 30 jours que Dieu a créé. Et quand vous veniez là-bas, la première chose le matin, c'était de faire du café à tous les matins. On ferme les hôpitaux? Je viens, non, je ne dis pas... Tout le monde va à la médecine traditionnelle? Non, je n'ai pas demandé d'aller à la médecine traditionnelle. J'ai dit qu'il faut être modeste. On rentre même à... Je viens, vous avez on enlève les habits, on porte j'ai dit donc que lorsqu'on arrivait chez le... Avant votre médecine, il y avait la médecine ici. Oui, c'est pas la... Avant votre médecine, il y avait la médecine. On J'ai dit fait donc les hôpitaux? quand vous veniez chez nos parents, ah ouais. on vous donnait à manger le matin. Vous mangez avec tout le monde.
y compris les malades mentaux. On mangeait ensemble. Et je veux dire que si les médecins africains pouvaient tirer un peu de cet esprit de compagnie, je ne voulais pas dire qu'on va chasser nos médecins. Je sais ce que les médecins... Moi, je travaille beaucoup à l'hôpital. Vous avez parlé tout à l'heure de ces médecins qui se donnent corps et âme tous les jours. Moi, je ne parle pas d'eux. Je ne parle pas d'eux. Tout le monde sait dans quelles conditions ils travaillent que certains médecins ont à peu près 100 000 francs à l'hôpital à Kentini ici. Ce n'est pas de ça que je parle. Et ceux-là, ils n'ont pas renoncé à leur vocation de médecin. Nous voulons juste attirer l'attention sur le fait que quand on déshumanise l'hôpital, qui est l'hôpital moderne, qui est une évolution sur l'ancien hôpital, ça fait fuir les gens et ce n'est pas une bonne chose. Il faut sur les médicaments de Monseigneur Cléda, j'ai dit que il n'y a pas que les médicaments de Monseigneur Cléda, de Nicobo. Je vais pas parler sur les médicaments. J'ai dit donc que aucun praticien camerounais ne devrait avoir le courage de parler de lui parce qu'il ne le connaît pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à le faire. Moi, je ne suis jamais allé là-bas. Je ne suis pas resté dans... Moi, j'ai suivi à distance tout ce qui est... Mais sauf que moi, j'ai une très longue expérience avec lui. Lorsqu'il était à Batouri, lorsqu'on l'a nommé archevêque de Douala, moi, je l'ai interviewé sur mon téléphone. Il était encore à Batouri. J'ai fait Batouri plusieurs fois. Allez entendre ce que les gens disent de lui là-bas. Demandez combien de touristes américains, français, allemands se rendaient, n'est-ce pas, à les fichiers avec vous, parce que vous avez trouvé que le médecin a la liberté de poser son acte médical. Le patient aussi a la liberté d'accepter la forme de médecine qu'il arrange. On dit la même chose. Non, je n'ai jamais... Je ne parle pas de vous. Non, moi, je vous disons que l'ordre des médecins n'a aucune qualité. Non. Et ce n'est pas son rôle. Et c'est pas son rôle. C'est son rôle. Ce n'est pas son rôle. Parce que l'ordre n'a jamais fabriqué la glycérine. Et vous ne pouvez pas... Ce n'est pas le rôle de l'ordre de fabriquer la glycérine. Et pourquoi vous allez attaquer celui qui a inventé, alors que de votre science, vous n'avez rien inventé du tout. Non, monsieur. Monsieur Denis Kwebo. C'est des écoles différentes, je vous dis. Monsieur Denis Kwebo. On ne va jamais s'entendre. Monsieur Denis Kwebo, l'ordre où les médecins... C'est pour les médecins. C'est pas pour nous. Non. Les médecins, c'est pour les médecins. Non, je vais vous dire. On n'est pas des médecins. Écoutez, le médecin, quelle est la différence entre un ordre et un syndicat? Le syndicat des médecins s'occupe de défendre les médecins contre les populations. Et l'ordre, justement, s'occupe de défendre les populations contre les dérives des médecins. Oui, écoutez, parce que c'est quoi? Nous, les médecins sont... Vous avez votre direction au ministère de la Santé qui n'est pas la direction de la médecine traditionnelle. On est d'accord. Vous ne dépendez pas de cette direction. On est à quel titre donc est-ce que vous venez intervenir dans le champ des autres? Non, on n'intervient pas. On a dit ceci. Vous ne recommandez pas. Vous ne recommandez pas acétamol. Non. Vous recommandez CAC 800 doses, qui est un complément alimentaire en Europe et qui est un médicament au Cameroun. Monsieur Denis Kwebo, nous demandons, l'ordre des médecins demande l'homologation de ce produit avant... Le que vous mangez a été homologué par qui? Mais c'est homologué. Il y a des normes. Non. Il y a la norme. Ou bien on ne compte plus. L'ordre des médecins n'est pas en guerre contre les médicaments de Monseigneur Cléda ou autres médicaments. L'ordre des médecins demande l'homologation. Si c'est homologué par les autorités compétentes et qu'on le mette à la disposition. Vous savez, moi, nous ne recommandons pas. Si ça avait été dit comme vous le dites là, il n'y aurait aucun problème, docteur. Non. Nous ne recommandons pas. Moi, j'étais en Chine. Parce que ça se donne gratuitement alors que vous avez on ne peut pas vivre dans un pays avec un question. Vous n'êtes pas le pays, l'ordre des médecins n'est pas le pays. Monsieur, n'est pas l'autorité établie. Monsieur, justement, parlons de l'autorité établie de Nicobo. Le ministère de la Santé a justement envoyé une équipe rencontrer Monseigneur Cléda. Mais jusqu'ici, le ministère de la Santé ne prend pas sur lui de recommander ou pas ce médicament. Comment expliquer justement... Là, je viens. Je crois qu'on est là dans un autre siècle. On est dans un autre siècle. Tout à l'heure, le médecin vous a expliqué que il est libre de choisir sa méthodologie, de choisir sa façon de soigner. Les mêmes médecins qui ont leur penchant au Cameroun se sont ligués contre le professeur Raoult. Vous avez entendu cela en France. Ils ont fait la même chose. Il y a ce qu'on appelle l'establishment, qui est antisocial et qui est asocial dans les corps, tous les corps libéraux. Chez les avocats, on a eu ce cas au Cameroun, on ne voulait pas de voir de nouveaux avocats. À un moment, dans l'ordre, c'était blocus. Chez les médecins au Cameroun, c'est la même chose. À l'ordre des pharmaciens, je vais vous dire,
J'ai des amis médecins qui ont eu du mal à s'inscrire à l'ordre des médecins au Cameroun, alors que leurs collègues étaient déjà, qui étaient moins brillants que dans les écoles, étaient déjà à la direction de leur pays. Mais au Cameroun, parce que l'establishment, le business. Je peux pas. Est-ce que c'est pas vrai? Madame Leila, je vrai? préfère que Denis Kwebo et tout ça n'aille pas dans des événements personnels et tout. Moi, je suis pas. Je le redis. Peut-être ce n'est pas la position de l'ordre. Et là, je dis, je n'ai pas été mandaté par l'ordre. Je parle à titre personnel, en tant que docteur et toi, médecin. Je le parle. Je dis, je n'ai aucun problème avec les médicaments le traitement proposé par Monseigneur Cléda. Par contre, je suis pour son homologation. Hein? Ça doit d'abord ses études, qu'on sache de quoi un médecin n'est pas un marabout. Il doit prescrire ce qu'il connaît, ce qui est recommandé. Donc, je suis pour qu'il y ait des études rapides. Je suis pour qu'il y ait une homologation rapide et qu'on le mette à la disposition et tout ça là, des hôpitaux. Moi, j'étais en Chine. En Chine, dans un hôpital, vous avez la pharmacie des produits conventionnels et à côté, vous avez la pharmacie des produits traditionnels chinois. Donc, je n'ai aucun problème parce qu'on tente souvent de présenter les médecins comme des personnes acculturées, déracinées et tout. Non, c'est faux. Moi, chaque jour, quand je rentre à la maison, je prends ma tisane, je prends le miel, le citron, un certain nombre de produits et tout ça parce qu'on a tous grandi dans ça. Donc, je ne suis pas un acculturé. Je ne suis absolument pas contre qu'un patient aille chercher la guérison chez Monseigneur Cléda. Mais s'il se... D'ailleurs, vous avez dit que les hôpitaux se vident. Monseigneur Cléda, dans une sortie, fait savoir qu'il a déjà traité environ 500 personnes. Oui, ma nuance, c'est que si ce médicament vient sur l'espace public, alors il faut l'homologuer. Tant qu'il reste dans l'espace privé, que les patients vont le voir et tout, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il faut suivre, il doit être normalisé, il doit être homologué avant sa mise à disposition au grand public. Et donc, voilà ma position sur cette question, qui n'a absolument rien à qui ne contredit absolument pas les griefs et un certain nombre de choses qu'on pose sur les médecins. Et d'ailleurs, que les médecins il y a également des griefs contre les journalistes, mais comme le temps ne le permet pas, je ne veux pas aborder dessus. Merci docteur Ito d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, Denis Kwebo. On va prendre cette interview de Monseigneur Cléda qui revient justement sur le nombre de patients qu'il a déjà eu à traiter. Et puis on se retrouve juste ici. Peut-être qu'après on prendra également la réaction des Camerounais après la levée de certaines restrictions. Donc on prend tout d'abord l'ITV de Monseigneur Cléda, le temps que s'installe le second panel. Merci beaucoup, docteur. Nous pouvons déclarer que ce traitement est efficace. Pour le prouver, nous présentons plutôt les statistiques. Nous avons à peu près jusqu'à présent, nous avons accordé le traitement, donné le traitement à 500 personnes environ. À 500 personnes environ. Dans 3 hôpitaux, 3 formations sanitaires, formations sanitaires appartenant à l'archidiocèse de Douala. Et dans ce groupe de 500 personnes, nous n'avons enregistré aucun décès. Toutes les personnes infectées ayant pris ces traitements, toutes ces personnes sont guéries aujourd'hui. Et nous avons les statistiques, n'est-ce pas, la coordination de la santé. Ce qui nous pousse donc
à aller plus loin et à mettre le traitement à la disposition de toutes les personnes infectées. Et nous allons l'étendre, n'est-ce pas, dans les 2 autres régions infectées comme Douala, c'est-à-dire Yaoundé et Bafoussam. Ça sera fait dès la semaine prochaine. Au début, là, ça nous a trop... donc nous étions tellement inquiets. Mais aujourd'hui, avec les mesures que le gouvernement a données, chacun essaie de faire de son mieux et on n'a pas trop tellement peur de la maladie parce que chacun porte le casque, le masque et puis et se déplace pour aller n'importe où. Bon, on essaie quand même de suivre les consignes du gouvernement. Et il y a quand même des gens qui trouvent les médicaments comme le monseigneur Samuel Cléda et puis le gouvernement se bat à son niveau pour sauver les citoyens camerounais. Le Covid-19 à ce moment, malgré les mesures qui ont été levées, fait absolument encore peur. Parce que c'est maintenant que la maladie a son pic et le Camerounais inconscient va aller se mouvoir de partout. Les connaisseurs de la chose, les médecins et consorts, ne nous ont pas encore dit que ça a été éradiqué. Bon, comme ce n'est pas, ils ne nous ont pas dit que ça a été éradiqué, nous sommes obligés toujours d'avoir peur. C'est pour ça, vous me voyez, j'ai toujours mon masque. Et comme les autorités ont dit qu'on doit toujours marcher avec le masque, cela veut dire que la pandémie y est toujours. Alors, bon retour sur ce plateau, je vous l'ai dit, en seconde partie de cette émission. On parle justement des acteurs de l'opposition au Cameroun. Je vous l'ai dit, le prétexte, c'est le retour maison de Jean-Jacques Ekindi au RDPC, ancien chasseur de lions. La question, que devient l'EMP qu'il quitte, nous amènera à interroger plus profondément les acteurs de l'opposition au Cameroun. Quelle opposition faut-il face à 38 ans de règne sans partage du pouvoir en place? Donc, on en parlera avec Célestin Ndiamène du MRC. Bonjour, Monsieur Ndiamène, et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Leila, bonjour à tous les téléspectateurs de STV. Merci de m'avoir invité sur ce plateau ce dimanche. Ça me manquait déjà un peu beaucoup, si j'ose dire. Et je suis ravi d'être là. Alors, un mot justement sur l'évolution de l'affaire des dons de Survival Cameroun. Après le refus du ministre Santé de recevoir les dons, le MRC se réserve à présent le droit de poursuivre une entreprise de téléphonie mobile. MRC qui accuse justement cette entreprise d'avoir bloqué illégalement son compte ouvert pour collecter les fonds dans la lutte contre le Covid, compte bloqué justement pour respecter les instructions du MINAT. Alors d'abord, je ne suis pas gestionnaire de cette plateforme qu'on appelle Survival Initiative. Vous savez très bien que c'est M. Christian Pédé-Coca qui a été chargé par le président Camto de gérer les fonds qui ont fait l'objet d'un appel public, n'est-ce pas, à la générosité des Camerounais. Donc il est le seul à gérer ce fonds-là. Bien entendu, tout le monde, tous les Camerounais ont bien vu le refus du ministre de la Santé de recevoir les dons du MRC. Ensuite, après ce refus, il s'est adressé au ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, Laurent Esso. Et là aussi, me semble-t-il, il n'y a pas encore de réponse précise, mais tout porte à croire qu'il n'y aurait pas de réponse positive non plus. Alors maintenant, c'est vrai que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur d'autres tribunes d'expression, j'ai dit qu'il n'était pas utile, n'est-ce pas, de s'adresser au ministre de la Santé pour porter secours à son prochain, à ses compatriotes. Donc il se trouve que malheureusement, le gestionnaire de cette plateforme, Christian Pédé-Coca... Vous émettiez l'idée justement d'une descente dans les rues pour... Effectivement, justement, j'allais y venir. Alors moi, j'ai suggéré effectivement que d'une part, qu'on puisse pour les produits en tout cas banals, genre les masques barrières, qu'on puisse descendre directement dans les rues, distribuer ces produits aux Camerounais, puisque c'est à eux que c'est destiné. Maintenant, il se trouve que pour d'autres produits beaucoup plus techniques, entre guillemets, c'est-à-dire que les produits comme les masques chirurgicaux, thérapeutiques et d'autres masques qui sont destinés au personnel médical, il était tout à fait normal qu'on puisse solliciter, n'est-ce pas,
une audience ou une rencontre avec le directeur de centre hospitalier, et ainsi on pourrait, comme ça se fait tous les jours d'ailleurs, moi j'ai assisté à plusieurs reprises à des dons faits à des hôpitaux, des lits, des matelas, etc., au directeur du centre de Mais Célestin Bézegui, justement, Célestin Bézegui du PAL a sollicité justement ce matériel, mais l'autorité lui a interdit justement de partager ce matériel. Je veux dire que, est-ce que si on lui interdit à lui, qui est premier adjoint, est-ce qu'on va permettre que le MRC descende dans la rue justement pour partager ce masque à la population? Il faut dire que certains préfets dans cette République prennent beaucoup de liberté avec les lois. Il n'est pas acceptable de la part d'un préfet qui est quand même le représentant du chef de l'État dans son département de piétiner à ce point la loi fondamentale et les lois. Ce préfet devait être au minimum recadré. En tout cas, moi je pense qu'il devait être démis de ses fonctions. On ne peut pas faire un arrêté dans un département interdisant les dons. Mais ça, c'est totalement antidémocratique, anti-républicain et anticonstitutionnel. Donc je pense que la moindre des choses pour ce préfet, c'est vraiment d'être au moins suspendu. Ce n'est pas acceptable. Donc le fait qu'il ait fait ne veut pas dire que c'est la loi, pas du tout. Donc je pense que sur ce point-là, M. Célestin Bézegui... Vous pensez qu'il a fait de lui-même ou alors ce sont les recommandations du MINAD? Mais que ce soit des recommandations du MINAD, de sa hiérarchie ou de lui-même, ce qui est clair, c'est que cet arrêté est anticonstitutionnel. Ça viole tous les canons des lois de notre République. On ne peut pas l'accepter, d'où qu'elle vienne. Donc maintenant, concernant le premier adjoint de mon atelier, M. Célestin Bézegui, il était parfaitement dans son droit, n'est-ce pas, de demander, une fois que le refus a été constaté, n'est-ce pas, des produits donnés par M. Survival au ministre de la Santé, ben, naturellement, tout maire ou tout conseiller municipal pouvait, par écrit ou par d'autres moyens, solliciter que ces dons leur soient ramenés. Bon, voilà, il y a eu une polémique de règlement de compte, de lutte intestine entre M. Atangana et M. Bézegui. Bon, tout ça, c'est de la pagaille, c'est de la petite pagaille, si j'ose dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune loi dans ce pays qui interdit de faire des dons. Absolument pas. Évidemment, ceux qui ne veulent pas faire une lecture politique ne comprendront pas vraiment ce qui se passe. Il est clair que c'est le président Kamto qui avait initié cette affaire, donc il a fait créer une entité qui a maintenant un gestionnaire que vous connaissez et qui a toute l'autonomie pour gérer les fonds qu'il a reçus des Camerounais, tout simplement. Merci Célestin Djamène d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, nous recevons Gilbert Rostand Médou du MP. Bonjour Monsieur Médou et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Leïla. Alors, quel est le regard que vous portez justement sur la guerre des chiffres autour des morts du Covid-19 ? Le 7 mai 2020, le ministre de la Santé parlait de 86 décès, quand quelques semaines avant, le 23 avril, si j'ai bonne mémoire, les conseillers du commerce extérieur de la France parlaient de 350 décès. Je ne veux pas parler des 108 décès dont on a parlé avant la sortie du 7 mai du ministre de la Santé. Ben, Leïla, il faut bien qu'on se rende compte que dans chaque pays du monde, il y a une autorité qui donne l'information et chacun en tire des sources d'où il pense l'exprimer de manière pertinente. Maintenant, dans notre pays, on a un ministre de la Santé publique qui reçoit des informations de toutes les sources crédibles pour le pays. À côté, il y a des autorités extérieures comme les ambassades, des pays comme la France qui ont également accès à d'autres types de sources de données. En ce qui nous concerne, on aime mieux nous fier à nos autorités. Et les chiffres donnés par le ministre me semblent extrêmement cohérents. Déjà, avec toutes les sources d'information qu'il a organisées, une task force qui a été mise en place, les préfets qui sont mis à contribution, les maires, comme disait tantôt Célestin Djamène, qui pour certains réclament des dons, les églises, les communautés. Donc, l'information du ministre est l'information qu'il faut garder. Les autres informations, me semble-t-il, vous savez vous-même que même dans les pays occidentaux, il y a cette guerre des chiffres-là, entre ce que les ONG disent, entre ce que le gouvernement dit. Donc, ce n'est pas nouveau. Nous devons nous fier aux informations officielles qui, elles, ont des sources pertinentes et qui peuvent être reclassées et justifiées. Les autres informations, pour vous, les journalistes, peut-être... Le regard de Célestin Djamène sur ces guerres de chiffres autour des décès du Covid-19. Bien, je crois que... On sait d'ordinaire que ce sont les centres agréés, n'est-ce pas, comme le centre Pasteur d'ailleurs, qui est habilité à constater les personnes décédées par le Covid-19. Et au Cameroun, il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons un seul centre qui pratique cela, c'est le centre Pasteur à Yaoundé, un seul. Donc, quand je vois l'affolement des chiffres chaque jour grimper sans cesse, je me pose des questions.
Est-ce que ces chiffres correspondent exactement au nombre de morts décédés par Covid-19, pas devinés par Covid-19, parce qu'évidemment on peut avoir les symptômes de Covid-19 et ne pas mourir, parce qu'il faut qu'il y ait un médecin assermenté qui établisse que vous êtes décédé par cette maladie. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un seul centre qui peut y procéder. Maintenant, je crois plutôt que j'ai envie d'aller un peu à contre-courant de ce raisonnement un peu général. Je crois qu'il y a beaucoup moins de morts que cela au Cameroun. J'en suis convaincu. Que les 86 ? Oui, absolument. Qu'il y a moins de Pourquoi? morts que les 86 ? Oui, il y a moins de morts parce que je crois qu'il y a une espèce d'entourloupe d'origine extérieure qu'on veut nous imposer. Vous savez qu'il y a certains pays africains qui ont été sollicités pour accepter le vaccin. Ce vaccin que j'appelle un vaccin poison. Donc je crois que la technique consiste d'une part à offrir des cadeaux, c'est luxueux, comme l'a fait d'ailleurs l'OMS récemment avec les RAV4 et les 4x4 au gouvernement de Yaoundé, et ensuite faire sortir tous les jours des chiffres plus ou moins affolants qui créent la psychose et la panique. Évidemment, quand quelqu'un est sous l'emprise de la psychose et de la panique, il accepte tout, y compris le remède miracle qui viendra le sauver. Je crois donc, par conséquent, c'est dans cette optique-là que les chiffres sont surestimés. Je suis convaincu de cela. Parce que, regardez un peu, depuis que ce coronavirus est là, vous avez remarqué que les chiffres sont très très élevés, le nombre de morts sont très élevés dans les pays froids ou frais. Comprenez, en Europe occidentale, l'Italie, la France, l'Espagne, etc., c'est les pays qui sont les plus touchés. Aux États-Unis aussi. Quand vous descendez en Afrique, vous avez l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Les pays les plus touchés aujourd'hui, c'est l'Algérie, c'est l'Égypte et c'est le Maroc. Et l'Afrique du Sud, comme par hasard, c'est des pays où il y a quand même moins de chaleur qu'en Afrique subsaharienne. Et donc la thèse qui consiste à dire que ce virus résiste très peu à la chaleur devient absolument crédible. Donc je considère donc que par la force des choses et par l'observation, beaucoup de scientifiques l'ont dit, il est clair que, et d'ailleurs il n'est pas étonnant que quand vous voyez les chiffres en Italie, aux États-Unis et en Afrique, il y a quand même un décalage très profond. Est-ce qu'on doit comprendre que Célestin Djamé, vous encouragez finalement les scènes diffusion qu'on voit dans les bars à dire que le coronavirus pour les Camerounais est moins dangereux parce que nous sommes un pays chaud? Ah, ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Je considère que le moindre mort, c'est déjà un drame. Parce que moi, si je perds quelqu'un de proche, c'est un drame peut-être pas pour vous, pour les autres, mais c'est un drame pour moi. Je considère donc qu'on ne peut pas faire valoir l'argument qui consiste à dire que puisqu'il y a peu de morts, réjouissons-nous, allez nous livrer dans des foyers de contamination directe. Non, je pense que concernant cette mesure précisément, ce gouvernement a pris une décision totalement irresponsable, quoique nous soyons dans un pays chaud, qui envoie néanmoins les Camerounais à la mort. Je voulais quand même faire une distinction entre ma lecture personnelle avec des manipulations occidentales, parce que quoi qu'il arrive, le Kenya a déjà accepté ce vaccin, il y a le Gabon qui l'a accepté, et je crois aussi la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que ça arrive au Cameroun, parce que tous les moyens sont bons. Il y a une campagne anti-vaccin d'ailleurs, qui s'est mise en place au niveau de l'Afrique, qui consiste à refuser purement et simplement ce vaccin-là. Donc ils veulent passer en force. Alors pour passer en force, toutes les mesures, toutes les manipulations sont bonnes pour y parvenir. Je ne suis pas sûr de la véracité de ces chiffres donnés par le ministère de la Santé, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec la protection des Camerounais qui doivent, au besoin, au nécessaire, se confiner le maximum possible. Alors, Gilbert Rostand-Medo, vous êtes militant du MP, je le disais à l'entame de cette émission. Dites-nous justement, que devient votre parti après la démission de son fondateur, coordonnateur? Le parti reste existant, c'est un parti historique, c'est l'un des partis qui a le plus œuvré, si on veut du moins sous l'égide de notre coordonnateur national, notre ex-coordonnateur national désormais. Le parti est existant, il y a d'ailleurs un congrès qui est prévu pour les jours à venir, qui va permettre de désigner... Qui va le présider? Il y a un bureau sortant qui va transmettre les éléments au bureau. Bureau sortant dans lequel figure Jean-Jacques Ekindi? Jean-Jacques Ekindi est démissionnaire, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des affaires courantes qui sont en train d'être gérées par lui-même. Ah d'accord, donc un militant du MRC gère les affaires courantes du MP? Non, il y a des affaires courantes au sein. Sa démission n'a pas pris effet au moment où il a dit? C'est une démission qui prend effet immédiat. Toutefois, même dans tous les cas de démission à travers le monde, celui qui démissionne a des dossiers à transmettre à celui qui va le remplacer. Est-ce qu'on ne les transmet pas avant, ces dossiers? Est-ce qu'on ne les transmet pas avant? Non, il y a un congrès qui va... Parce que le choix d'une démission est un choix
personnels et puis des engagements politiques. À côté, il y a une organisation du parti qui, elle, doit prendre acte et entériner. Cette organisation, c'est dans le Congrès. Et le Congrès prendra donc acte, entérinera, et puis il sera élu, tel que ça fonctionne dans notre parti, un nouveau coordonnateur national avec un tout nouveau bureau. Donc le MPI fonctionne tout à fait bien. Il va sans dire que le MP à l'avenir sera différent du MP d'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est-à-dire que nous avons notre coordonnateur qui a rejoint les rangs du RDPC avec un certain nombre de militants qui ont choisi aussi de rejoindre les rangs. Ça suppose que, de facto, avant que le Congrès nous confirme tous les éléments, notre parti va devenir plus ou moins proche du RDPC. Et cette proximité... Cette proximité est quand même... ça veut dire que peu importe que vous ayez nous avons déjà peu importe que vous ayez... le chef de l'État lors de son élection présidentielle de 2018. En 2018, c'était Jean-Jacques Ekindi qui soutenait le chef de l'État ou alors c'était le MP qui soutenait le chef de l'État. Parce que ce débat, on l'a eu avec Hilaire Zipan. Ou disons que le MP a tendance à s'accrocher et à soutenir les actions de son coordonnateur. Donc si M. Jean-Jacques Ekindi dit je soutiens Célestin Djamène, il est possible que le MP également s'aligne sur cette orientation-là. Donc aujourd'hui, oui, le MP devient un parti qui va quand même avoir une meilleure proximité, mais il faut quand même que cela soit plus ou moins expliqué. Vous savez, c'est une figure de style qu'on a beaucoup pris en réunion. Vous êtes garagiste, vous êtes un brillant garagiste, vous savez réparer les véhicules, mais le public n'a pas tendance à amener ses voitures chez vous. Vous avez un voisin qui est également garagiste, et lui, il n'est peut-être pas aussi brillant que vous, mais il a plein de voitures. Mais vous avez besoin qu'on comprenne votre talent et que le public bénéficie de ce que vous avez à apporter. C'est donc pour cela que vous vous rapprochez de ce voisin-là, pour permettre au public dans le plus large sens du terme de bénéficier de votre savoir-faire et éventuellement même de faire en sorte que les choses avancent pour le meilleur, parce que vous savez, en politique, le client c'est le peuple. Et ce peuple-là, quand il fait un choix, il est roi. Donc nous, on s'est rendu compte que le peuple camerounais a une certaine tendance, malheureuse ou heureuse, chacun donnera son avis, à s'orienter vers le RDPC. Et comme nous sommes les disciples du peuple camerounais, nous avons donc probablement notre coordonnateur national en tête, choisi de nous rapprocher donc de ce parti. Et vous suivez le mouvement, donc désormais vous êtes du MP qui se rapproche du pouvoir. Cela va de soi que nous suivons le mouvement au sein du MP. Je veux dire vous personnellement. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, non seulement je suis le mouvement, mais une fois que les choses vont se dire plus clairement, vous allez voir qu'il y a des membres du MP à côté de Jean-Jacques Ekindi qui vont également devenir des membres du RDPC. Célestin Djamène, est-ce que vous avez été surpris par cette décision de Jean-Jacques Ekindi de rejoindre la maison? Je n'ai pas vraiment été surpris, mais je voulais revenir un instant sur ce qu'a dit tout à l'heure mon copanéliste. Quand on dit que la transmission d'un dossier, quand on démissionne avec effet immédiat, c'est immédiat. Transmettre un dossier n'est pas gérer les affaires courantes, ça ne veut rien dire. Je dis que j'ai un dossier, peut-être que je l'ai donné en tant que président, en tant que secrétaire national, je le transmets, mais je suis déjà démissionnaire. On ne gère pas d'affaires courantes quand il y a un effet immédiat. Deuxièmement, vous avez renforcé ma conviction en me disant que c'est un parti qui a des tendances RDPC. Ça veut donc dire que M. Ekindi démissionne en laissant une franchise du RDPC, qui est le MP désormais. Vous voulez savoir à quoi ça sert de désormais oui, c'est désormais clair pour lui, pour tous les Camerounais, que le MP devient quasi officiellement un satellite du RDPC. D'ailleurs, il est parti avec bon nombre de militants du MP, et beaucoup suivront effectivement, comme vous l'avez si bien rappelé tout à l'heure, ce chemin-là. Et c'est intéressant pour la thématique de ce jour concernant l'opposition au Cameroun. La pérégrination de l'opposition ne m'étonne pas du tout. Depuis 30 ans qu'existe le multipartisme de façade au Cameroun, ça n'a rien apporté, parce que ça ne peut rien apporter. Demain, il faudrait un grand mouvement de rassemblement qui va intégrer les Camerounais, qui seront obsédés et habités par une seule chose, l'intérêt du Cameroun.
Aujourd'hui, nous sommes dans une espèce de bal de comédiens de petits partis qui sont dans notre business avec le pouvoir. Ce que a fait M. Kini ne m'étonne guère. C'est un monsieur, soi-disant, qui s'est déclaré opposant, je crois, il y a 30 ans ou presque. 30 ans après, il se rend compte qu'il s'est trompé. Mais ça, c'est extrêmement grave. En fait, il n'a jamais quitté le RDPC. Il a créé une espèce de multinationale, enfin, une espèce de franchise, où il faisait croire qu'il était opposant. Et ce n'est pas un cas unique. Vous savez qu'aujourd'hui, au Cameroun, là, il y a 300, un peu plus de 300 partis politiques. Sur les 300 partis politiques, combien ont été créés par le RDPC? Environ 250. Et sur les 50 qui restent, combien sont réellement connus par la majorité des Camerounais? Environ une dizaine, qu'on voit souvent dans les médias, etc. Et sur les 10, combien participent réellement aux élections? Peut-être 5 ou 6, comprenez? Et sur les 5 ou 6, combien sont alliés au pouvoir? Peut-être 3, ou 4 ou 5. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul vrai parti d'opposition au Cameroun. Je regrette de le dire. Donc, quand on dit au Cameroun... Quel parti, c'est les Saint-Germain? Oui, vous pouvez l'imaginer. Parce que, en vérité, quand on dit opposition au Cameroun, je suis contre cette approche langagière. Parce qu'il y a des oppositions au Cameroun. Et il y a des gens qui sont opposants parce qu'ils ne sont pas au gouvernement. Mais pas parce qu'ils ne le veulent pas. Parce qu'ils n'ont pas été sollicités. Alors, on appelle maintenant opposant celui qui n'est pas au gouvernement. Non, l'opposant, c'est celui qui conteste la gestion du pays par ce régime actuel, qui le fait, qui le pratique, et qui avance un autre projet alternatif de la société. Pour 99% des partis politiques soi-disant d'opposition, ce n'est pas le cas. Ils attendent leur petit obol, qu'on les sollicite, et ils entrent au gouvernement, ou alors, regardez le cas récemment de M. Mbapolipote, mais c'est absolument incroyable, quelle belle récompense pour lui, lui qui a livré, n'est-ce pas, l'UPC, au RDPC, il a été bel et bien récompensé. Donc nous sommes dans une république de récompense. L'opposition, elle n'a d'opposition, je dirais, à 99% que de non. Même le cas du SIF, parti aux formations auxquelles j'ai appartenu, aujourd'hui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Parce que malheureusement, j'avais tiré depuis très longtemps la sonnette d'alarme, ces partis s'est mis dans une espèce de collaborationnisme avec le pouvoir. Ça ne fonctionne pas. Donc en vérité, il ne faut pas dire l'opposition. Il y a véritablement des oppositions, et parmi lesquelles beaucoup se positionnent pour leur petit ventre. C'est ça, malheureusement, la réalité au Cameroun. Monsieur Kini, par exemple, n'a rien à voir avec Monsieur Sambaka. Hein? Je veux dire par là qu'il y a des gens qui sont prêts à tout, qui sont vraiment au portail, à la porte, pour attendre qu'on les sollicite et qu'ils aillent manger le part de gâteau. Alors, Gilbert Rostan Medo, quels sont les faits d'âme de Jean-Jacques Ekinji dans l'opposition au Cameroun? Qu'est-ce que le MP, en plus de 30 ans, a apporté justement à l'opposition camerounaise? Oh, mais là, j'ai combien de temps? Allez-y, allez-y. Ce que Jean-Jacques Ekinji. Vous savez, Jean-Jacques Ekinji a été député à l'Assemblée nationale pour le compte de l'opposition. Jean-Jacques Ekinji, avant ça, a participé avec la plupart des plateformes de l'opposition à l'ensemble des mouvements qui avaient été mis en place pour donner le change au pouvoir en place. Qu'est-ce qu'ils ont donné, ces mouvements? La plupart n'ont pas abouti pour des raisons malheureuses. Je vais par exemple citer en 2007, quand l'honorable Ekinji devient député à l'Assemblée nationale, il est allié à l'UDC. Ensuite, cette alliance se meurt, parce que nous allons au MP nous rapprocher de l'UDC davantage, qui, elle, se montre assez distante. Ça ne s'arrête pas là. Quelques années après, il y a une élection présidentielle, je crois, en 2011, pour laquelle Jean-Jacques Ekinji prend le bâton de pèlerin, s'en va voir le président du SDF, Nidon Fundi, s'en va voir la plupart des personnalités politiques de l'époque pour leur proposer un projet commun. Ce projet avorte encore. Plus récemment, en 2010, lorsque nous choisissons de soutenir le candidat Biya, c'est bien parce que à la résidence même de Jean-Jacques Ekinji, ont été reçus un bon nombre, c'est peut-être pas toujours poli de citer tous les noms, mais une bonne fourchette, que ce soit Joshua aussi, que ce soit même les acteurs du MRC, dans le cadre d'un projet commun. Mais ce projet, il a encore avorté. Il faut croire, concrètement à ce que dit Célestin Jamin, qu'il y aurait une sorte de complot
de l'État contre une certaine opposition. Il faut croire que c'est notre opposition elle-même. Qu'est-ce que le MP reprochait justement au RDPC à l'époque où il disait être dans l'opposition? Vous savez, le RDPC naît des cendres ou alors de la mutation d'un parti unique qui, elle, a une vision. Et Jean-Jacques Ekindji faisait partie de ce RDPC, de ce RDPC-là, qui, lorsque le multipartisme arrive, on a besoin que le pays change. Il faut une nouvelle donne, donc il faut plusieurs offres politiques. Et Jean-Jacques Ekindji se met dans cette mouvance en pensant, à juste titre, qu'il est intéressant pour le Cameroun et surtout pour les Camerounais, parce que il y a une confusion que nous faisons entre ce qui est important pour le Cameroun et ce qui est important pour les Camerounais. Le peuple camerounais, il est souverain, il fait ses choix qui vont conduire la destinée du Cameroun. Alors, il fallait donc proposer plusieurs alternatives au peuple camerounais. Et il fait bien de le dire, au bout de 30 ans. Donc, en fait, Jean-Jacques Ekindji rejoint l'opposition camerounaise juste pour un souci de diversité, sans pour autant avoir un problème particulier avec le projet du RDPC. Il s'agit, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes tous des Camerounais. Mais il s'agit de pouvoir montrer que nous, on peut faire autre chose que ce que le RDPC fait déjà. Encore que, vous savez, les années de Blaise des années 90 montraient clairement que le peuple a besoin d'autre chose. Donc il fallait un choix nouveau, une donne politique nouvelle. Et il y a eu beaucoup de dynamique dans ce sens. Que ce soit Jean-Jacques Ekindji ou plusieurs autres anciens du RDPC qui peuvent être qualifiés aujourd'hui, je ne sais pas moi, d'espions ou autre chose, mais qui le pensaient vraiment. Pour ceux qui ont été proches, on peut citer des gens comme Albert Zongang, qui aujourd'hui est également au MRC, qui était un des pontes du RDPC à l'époque, mais qui parmi les autres a aussi pensé que le Cameroun, les Camerounais ont besoin d'autre chose. Maintenant, au bout de 30 ans, on comprend ce dont les Camerounais ont réellement besoin. Du RDPC? J'ai pas envie de dire oui de facto. Vous ne trouvez pas que c'est un peu long 30 ans pour comprendre quelque chose? Si on devait attendre tous les 30 ans pour essayer de réfléchir aux questions du Cameroun, ce serait un peu grave. Vous comprenez? À mon âme, nous faisons nos choix. Vous êtes libre de vos choix. Mais j'estime que s'il faut réfléchir, prendre 30 ans pour réfléchir, pour les questions du Cameroun, c'est quand même extrêmement grave. Vous savez, pendant que d'autres pays avancent. C'est un pays qui va quand même vivre une éternité. Le Cameroun n'a pas une portée sur 100 ans ou 200 ans. Ah bon? Le Cameroun doit mourir quand? C'est des milliers d'années qu'il attend. Ah, ben oui. Maintenant, si vous avez une personnalité comme Ekindji, Ekindji a 75 ans aujourd'hui, il a une expérience politique très riche, il a été très brillant comme étudiant, très brillant professionnellement. Sur le plan politique, il a été député de la nation. Et encore, il faut quand même comprendre qu'il y a eu beaucoup de frustration au sein de notre opposition. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il faut faire des choses pour le peuple, on découvre qu'il y a des tireurs de pénalty qui sont les seuls à pouvoir le tirer. On découvre qu'il y a de notre côté des gens qui sont des leaders de l'opposition, donc ils sont brillantissimes. Et à la fin, il y a ça, la montagne accouche toujours d'une souris. Le peuple camerounais, lui, c'est lui qui souffre parce qu'il y a des offres politiques pertinentes au sein de notre opposition, mais ces offres politiques-là, on ne peut pas les exprimer parce qu'il y a une opposition nombriliste. Donc aujourd'hui, Jean-Jacques Ekindji, et quand même, il faut le saluer, choisit de ne pas, parce que nous sommes des ex-humains, nous vivons 100 ans, 120 ans, ou beaucoup moins pour certains. L'espérance de vie au Cameroun est à peu près à 55-60 ans. Donc, Ekindji choisit donc à ses 75 ans de se dire, ok, du haut de mon expérience, je pense que pour être utile à mon peuple, au peuple camerounais, je me rapproche du parti qui, semble-t-il, reçoit à majorité les suffrages des Camerounais. Toutes les autres analyses peuvent être pertinentes ou pas, mais le peuple camerounais, il est souverain. De 1990 à aujourd'hui, la majorité à l'Assemblée est le RDPC, le pays est dirigé par le RDPC. Donc, s'il faut faire changer les choses, il faut faire changer les choses là où les Camerounais souhaitent que les choses soient changées. Et cet endroit-là, c'est au sein du RDPC. Célestin Djamène, alors, on a ce bicéphalisme au Manidem, on a l'UPC qui est divisé finalement en plusieurs tendances aujourd'hui, on a le MP qui rejoint la majorité présidentielle, si on s'en tient à ce que dit Gilbert Ostan-Médon. Mais ce sera confirmé au Congrès. D'accord. Alors, on a également le SDF qui a perdu plusieurs de ses membres influents. Est-ce que l'opposition au Cameroun aujourd'hui est encore crédible? Je crois qu'il y a un grave déficit d'intégrité et d'éthique politique
dans la classe politique en général et dans l'opposition en particulier. Vous voyez, je viens d'écouter un représentant du MP quand il parle de nombrilisme. Le MP aujourd'hui, c'est l'incarnation du nombrilisme, effectivement, politique. Parce qu'en vérité, quand on est opposant, je suppose c'est par conviction, parce qu'on est contre un système. Ce n'est pas parce qu'on devient fatigué, parce qu'on a un âge assez respectable, avancé mais respectable, qu'on doit dire en désespoir de cause, je vais me rallier au parti qui apporte un peu à manger. Ce n'est pas très sérieux. Comprenez? Donc aujourd'hui, vous regardez un peu, l'État c'est de bonne guerre. Ils jouent leur rôle avec le bon vieux slogan de la colonie de l'époque, diviser pour mieux régner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de choisir le président de leur parti dans la soi-disant opposition. On va mettre de côté Bombog Yebga pour choisir Anissé Ekane. Peut-être parce qu'il les arrange. On va écarter peut-être Kawala, aussi pour mettre quelqu'un qui les arrange. Donc, ils jouent le rôle de torpillage de l'opposition. C'est de bonne guerre. C'est à nous aussi, opposants, de comprendre les techniques, les stratégies que le pouvoir met en place pour nous diviser. Parce que quand on est divisé, ça arrange le pouvoir. Comme ça, ils peuvent négocier pan par pan avec chaque opposant alimentaire. Pour moi, je n'ai jamais considéré que la lutte dépend des saisons. Elle n'est pas saisonnière. La lutte est assise sur la foi qu'il faut un pays différent. Une fois qu'on a fait le constat que ce système est anti-national, que ce système est anti-patriotique, et que ça continue depuis maintenant pratiquement 40 ans, eh bien, on ne doit pas rallier ce train-là, qui justement est l'antithèse de ce que vous prenez. Moi, j'ai entendu à plusieurs reprises M. Jean-Jacques Kindi, par ailleurs dénommé le chasseur des lions, qui a été finalement apprivoisé par sa proie. Et on peut que constater que l'opposition, c'est vraiment de la pagaille, à quelques exceptions près. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut soigner l'opposition camerounaise en demandant aux Camerounais d'être beaucoup plus exigeants. Quand il n'y a pas l'exigence de la redevabilité sociale aux personnes qui aspirent à gouverner, aux personnes qui nous gouvernent, eh bien, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Ça devient une pagaille interminable. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis en train de dire qu'il faut des hommes neufs, des hommes nouveaux. Un grand parti qui rassemble, qui Avant d'en arriver là, Célestin Djamel, avec moins de 40 députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, est-ce que l'opposition peut être audible? Et j'aimerais également qu'on s'attarde un tout petit peu sur les propositions de l'opposition face aux grands problèmes qui minent le Cameroun. Est-ce qu'elles sont pertinentes? Elles sont pour beaucoup pertinentes. Le MRC a fait des propositions pertinentes, mais j'ai l'impression que quand on le fait, c'est un peu donner un coup d'épée dans l'eau. Parce que nous ne sommes pas dans les institutions nationales que vous connaissez, dans les tribunes au sein desquelles on peut effectivement faire du bruit, comme on dit, on peut faire des propositions. Il est bien vrai que depuis la naissance de ce Parlement, il n'y a jamais eu de proposition de loi. C'est toujours l'exécutif qui dépose, n'est-ce pas, des projets et qui sont votés. Donc, y compris même de la part des députés et de la majorité, ils n'ont pas le droit de proposer des lois. Les projets, les lois émanent toujours de l'exécutif. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'opposition n'a pas de levier, n'a pas de force. Il n'y a pas suffisamment dans les assemblées de représentants, il n'y a pas dans les mairies suffisamment de mairies, de personnes pour essayer de créer cette alternance, cet équilibre. Ça n'existe pas. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais dénoncé le boycott, parce qu'en vérité, les effets pervers commencent déjà à se faire jour aujourd'hui. Comprenez ce que je veux dire? Il faut être, le RDPC, ils ne cessent de nous infiltrer. Nous avons énormément de faux militants chez nous. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent mieux percer notre manière de fonctionner, de faire. Nous aussi, on doit user des armes de l'adversaire. On doit aussi pénétrer les institutions pour savoir comment ils fonctionnent et pour mieux nous défendre après. Le fait de pratiquer la politique, si j'ose dire, de l'autruche, de mettre la tête sous le sable et de dire que j'y vais pas, ne va pas modifier les choses. On a dit et redit que nous avons écarté l'option militaire comme moyen d'accéder au pouvoir. Il nous reste quoi? Peut-être l'insurrection populaire, mais on voit bien que ce peuple n'est pas prêt, en tout cas pour l'instant, de se mouiller pour quoi que ce soit. Aujourd'hui, il nous reste quoi? Les urnes. Bien sûr, pour aller aux élections, il faut un bon code. Ce code, il faut le dire, est mauvais, il est même très mauvais. Mais ça ne peut pas être un handicap pour aller conquérir des espaces politiques.
Il faut y aller. Il faut être dedans. Il faut être dans l'église pour pouvoir perturber la messe, pour pouvoir savoir comment le prêtre prononce son homélie, pour savoir comment ça se passe. On ne peut rien faire en se claque, permettez-moi, je ne vous rejoins à rien du tout. Il ne faut pas se claquemurer dans son petit coin et de décréter qu'on veut seulement un bon code. Vous pensez que M. Biya, s'il est encore vivant, je le suppose, je n'en sais trop rien, va vous donner un bon code pour le plaisir, pour vos beaux yeux. Non! La liberté comme le pouvoir, ça doit s'arracher. Nous devons créer un rapport de force qui puisse faire en sorte que le RDPC ou l'État RDPC n'ait pas autre choix que de mettre en place un code consensuel qui soit acceptable par tous. J'aimerais comprendre un petit point. Est-ce que le MP qui a été créé après les années 90 est aujourd'hui pour un retour au multipartisme après avoir essayé dans l'opposition et que ça n'ait pas marché? Oui, le multipartisme est probablement l'une des voies, sinon la seule voie du monde moderne pour que le peuple... Oui, nous sommes pour le multipartisme. Pour le multipartisme ou bien le retour au parti unique? Non, pas de retour au parti unique. Nous voulons le multipartisme. Nous avons besoin d'une autre opposition, c'est tout. On a une opposition utopiste Béa qui dessine tout, soit en noir, soit en blanc. On a une opposition aujourd'hui de personnes qui ont des idéaux, mais qui refusent tous les moyens par lesquels y accéder. Et on ne peut pas demander au peuple camerounais de regarder ce genre de spectacle et de ne rien faire. À côté, on a un parti au pouvoir qui, je continue sur les propos de Célestin Djamène, qui a une stratégie, qui la déploie, qui produit des résultats, qui a une feuille de route et qui marche, qui est coordonnée, et qui s'est déployé sur l'ensemble des unités administratives de notre pays. Maintenant, à la fin, oui, nous avons besoin qu'il y ait une autre opposition. Cette opposition-là, il faut peut-être plus de pédagogie, elle doit se construire. Il faut peut-être mieux apprendre aux gens qui s'intéressent à la politique, que le projet politique n'est pas, comme disait Célestin, un projet de giga contestation permanente, mais un projet de construction. Parce qu'il y a un pays et puis il y a plusieurs donnes. Et chacune de ces donnes doit avoir droit de citer. La vie, comparaison n'étant pas toujours raison, mais j'ai entendu tout à l'heure quand on parlait du Covid que les pays du Sud, mais le Brésil, ça chauffe là-bas aussi, mais les Brésiliens, ils sont extrêmement victimes du coronavirus. Donc, c'est pas toujours parce qu'on a apprécié une chose dans un contexte limité qu'on peut immédiatement la généraliser. J'aimerais savoir, quand Jean-Jacques Ekindi rejoint l'opposition, il se propose de chasser le lion. En 30 ans, qu'est-ce qui lui a manqué pour atteindre cet objectif-là? En 30 ans, il lui a manqué que, vous savez, quand vous avez un balai. Le lion était trop fort? C'est pas le lion qui était très fort, c'est la somme des personnes avec lesquelles il a choisi de se mettre pour eux. Vous savez qu'on n'attaque pas un... Mais il a pris sur lui d'être le chasseur de lions. Je veux dire que sans comme un autre a pris d'être le tireur de pénalty. Voilà. Mais on est dans un contexte sociopolitique qui exige qu'il y ait d'un côté une opposition et d'un côté un parti au pouvoir. Cette opposition-là a toujours fait défaut au grand rendez-vous du chassement. À chaque fois, le chasseur de lions à l'Assemblée nationale a institué un certain nombre de choses qui, malheureusement, parce que le SIF estimait, c'était son droit, que ce n'est pas au MP de faire des propositions dans certaine mesure, mais à eux. Et qu'ils ne peuvent pas récupérer les propositions du MP. Donc, il faut croire qu'on a un chasseur de lions qui a probablement été esselé par ses amis opposants, pour les mêmes raisons que Célestin Djamène citait. Ça veut dire que quand il prenait l'engagement de chasser le lion, il ne comptait pas que sur lui, mais il comptait sur... voilà, parce que de manière technique et pratique, on a envie de faire de grandes choses, mais on a besoin d'avoir une plateforme. Quelles sont selon vous justement les entraves à ce que l'opposition camerounaise soit forte aujourd'hui? Il y a d'abord ce problème de nombrilisme, c'est-à-dire chaque opposant dans son coin, qu'il soit grand, moyen ou petit, pense qu'il est le super opposant du Cameroun. Et il n'y a aucune fédération des volontés de l'opposition pour aboutir à quelqu'un de fort qui soit soutenu. Parce que le combat politique, c'est pas le combat économique. On ne parle pas d'entreprises qui se battent entre elles, chacun pour soi, et puis nos ancêtres envoient la bénédiction qu'il faille. On parle de combat politique où ce sont des équipes,
où ce sont des formations, où ce sont des intelligences qui s'agrègent et qui finissent par vaincre une autre intelligence en face. Mais lorsque cette agrégation d'intelligence arrive toujours à un niveau critique, où il faut prendre la décision, on a père son âme, Adamou Ndamjoya, qui de son côté estime que lui il est brillant intellectuel, brillant, donc c'est à lui de prendre le lead. Et puis il y a le Nijon Fondje qui a la même opinion. Et puis plus récemment, il y a Maurice Kamto qui également a la même opinion. À la fin, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens qui souhaitent simplement... il a parlé de soucis alimentaires. Moi, je vais dire des choses, c'est plus grave. C'est des soucis de position. C'est-à-dire qu'on a des opposants qui veulent une position. Peut-être que c'est celle des chefs d'État, mais qui ne comprennent pas qu'il y a des moyens pour y arriver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après tous les combats, et je dis bien tous les combats parce que Célestin Djamel ne peut pas revenir là-dessus. Jean-Jacques Kindi a mené des combats, et des combats de front pour lesquels sa propre vie a été engagée. Il était enfermé, bastonné, de manière... Sur la même question, Célestin Djamel, selon Gilbert Rostam-Medou, le nombrilisme des opposants camerounais joue contre l'opposition au Cameroun finalement. Ça va de soi. Et c'est la seule entrave justement à l'épanouissement. C'est la principale entrave parce que sans ce nombrilisme-là, on aurait une percée. La principale, c'est quoi les autres? Les autres, il faut le dire, c'est très souvent parce que nos oppositions ne sont pas suffisamment organisées pour disposer des ressources financières pour conduire leur combat. Et ces ressources financières, en réalité, elles viennent du peuple. C'est-à-dire qu'on a des militants qui font des cotisations à la base et ces cotisations remontent pour soutenir l'organisation politique. Alors nos oppositions sont des oppositions bureaucratiques. C'est-à-dire nous avons un bureau et nous avons des sympathisants. Un peu quand vous voyez, quand l'honorable Cabral Libi fait un meeting, c'est plein. Vous avez un autre meeting par le pasteur... j'oubliais son nom, qui fait également salle pleine, c'est qu'il y a tellement de sympathisants, mais très peu de militants, et il y a à la fin très peu de cotisants. Donc on n'a pas de ressources financières, et à côté, nous sommes, l'opposition, elle est nombriliste, et sans moyens, sans stratégie, sans se mettre ensemble, sans agréger. Les résultats sont là 30 ans plus tard. Sur la même question, Célestin Djamel. Bon, je ne vois pas de pasteur qui fait des salles pleines. Je ne sais pas, vous parlez peut-être de ce rigolo qui a été envoyé par le pouvoir pour faire diversion. Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, quand on parle du MP, par exemple, même chez nos ancêtres, ne chassez pas le lion ou la panthère qui veut. Il fallait une certaine initiation. On commençait d'abord par chasser peut-être les antilopes. Bon, il s'est autodéclaré chasseur de lions pour essayer de fourvoyer les Camerounais. Ce que je veux dire, c'est que, vous avez évoqué tout à l'heure la question du pénalty. Le pénalty, c'est une sentence donnée par un arbitre. On tire, ça rentre ou ça rentre pas. Quand on s'autodéclare chasseur des lions, on ne sait pas ce qu'il y a en arrière-pensée. C'est peut-être pour mettre la pression, pour faire un appel d'air à ceux qui veulent bien, n'est-ce pas, nous recevoir. Je crois que tout au long de sa vie politique, je ne suis pas en train de contester que M. Kindi n'a pas été un brillantissime étudiant, mais ça n'a rien à voir avec le débat. Le débat n'est ça n'a rien à voir, mais vous l'avez évoqué. Je voulais juste redire aux téléspectateurs qu'il ne faut pas essayer d'enfumer les gens. Ceci n'a rien à voir avec le monde politique, qui est un monde à part, qui a ses us et ses coutumes. Maintenant, sur l'opposition de l'opposition, je vous ai dit d'entrée de jeu sur ce plateau qu'il y a des oppositions. Il n'y a pas l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition camerounaise, c'est un peu comme un fourre-tout. Il y en a qui viennent pour leurs besoins alimentaires, d'autres qui viennent pour des deals, d'autres qui viennent pour des espèces de fidélité à quelqu'un d'autre. Regardez par exemple l'UNC à l'époque, on n'y adhérait pas par conviction. Il y avait un seul parti. Ahidjo voulait construire une nation et tout le monde devait adhérer à ce parti unique-là. Effectivement, ils ont muté en 1985 pour devenir le RDPC. Le problème, c'est que le RDPC, étant déjà au pouvoir, beaucoup ont cru devoir entrer dans ce parti administratif pour des positions. C'est ça le problème. Et pour préserver justement ces positions, il a bien fallu que le pouvoir use de toutes les techniques possibles pour phagocyter précisément l'opposition. Alors, on achète les opposants, on donne un petit peu de biscuits à gauche à droite, et puis commence à tenir des discours complètement décalés. On dit qu'on ne comprend plus ce monsieur, mais on ne comprend plus pourquoi. Nous sommes dans une république totalement de république alimentaire où les gens sont dans un grand business. Le problème, c'est quoi? C'est le déficit.
de la formation et de l'éducation politique. Moi, j'y mets un point d'honneur. Regardez un peu notre ancienne, arrêtez de dire que je vous rejoins, je suis en train de m'exprimer, notre ancienne UPC. L'UPC originelle mettait un accent particulier à former ses militants. Parce qu'on sait que la résistance dans le combat dépend de la formation que vous avez reçue. Si je sais pourquoi je lutte, si je connais la cause de mon combat, eh bien, même celui qui m'a initié, qui m'a introduit dans l'arène politique, s'il n'est plus là, je continuerai le combat. Mais s'il n'y a pas cette formation politique à la base, les gens iront en politique faire du commerce. Je peux vous citer une flopée de dirigeants politiques qui ont créé, n'est-ce pas, des micro-partis ou des partis pour manger, tout simplement. Alors, maintenant, comment s'étonner justement de ce qui arrive? Ce qui arrive au MP arrive à d'autres partis. Regardez par exemple le G20. On a vu, je ne sais pas, le MEG, la MEC, le PADEG, etc., des partis satellitaires du ADPC qui sont allés prendre des petits biscuits, et puis d'autres sont rentrés même au gouvernement. Voilà la vraie question. La question, c'est l'absence de conviction. Parce que quand vous luttez pour une raison, pour une vraie cause, je vous assure, on ne peut pas se laisser acheter aussi facilement comme ça. Moi, ça fait 24 ans que je suis en politique. Je suis convaincu que, depuis que M. Biya est là, le tissu social, économique de notre pays a complètement foutu le camp. Le Cameroun a régressé d'au moins 40 ans par rapport à ce qu'avait mis en place le président Ahidjo. Et je rappelle à ceux qui nous regardent que Ahidjo a véritablement construit le Cameroun en 11 ans. Parce que regardez, depuis l'exécution du combattant nationaliste Ernest Ouandié, c'était en 71, entre 71 et 82, ça fait 11 ans. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui au Cameroun, la CRTV, le palais des Toudis, les routes, le CUS, les miens, comment dirais-je, les NAM, les hôpitaux généraux, les stades, tout ça a été, l'ONCPB, la CAMCHIP, la CAMER, le FOGAP, le FONADER, tout ça a été mis en place en 11 ans seulement. Nous sommes à pratiquement 40 ans de gestion de pays, mais on constate une régression terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en vérité, si nous voulons construire un vrai pays, il faut une vraie opposition pour créer le choc de l'alternance. Or, justement, beaucoup n'y sont pas par conviction. Ça veut dire que c'est trop facile pour les RDPC, pour le parti au pouvoir, n'est-ce pas, d'acheter, d'anéantir l'opposition. C'est très facile pour eux. Est-ce que justement on a ce type d'opposants? Vous proposez des opposants formés. Est-ce qu'on en a aujourd'hui? On en a très peu. Très peu. Et c'est ça le fond du problème. Parce que quand vous n'avez pas des opposants qui croient en leur lutte, aux raisons pour lesquelles ils se sont engagés en politique, ça devient extrêmement compliqué. Il suffit qu'on vous fasse un appel d'air, c'est fini. Et si on prend comme ça 2, 3 opposants de partis un peu phares, c'en est terminé. Regardez le cas de Kini, il est sur la scène politique depuis 90 ou 91, je n'en sais rien. Bien avant, ça fait donc... il était président de section RDPC. Oui, non, je parle du multipartisme. Depuis qu'a éclos le multipartisme, ça fait pratiquement 30 ans. Et bien aujourd'hui, quand 30 ans après, il retourne à la maison mère, mais les gens se posent des questions. Mais quel type d'opposant on a? Comme vous voyez à l'époque au personnage M. Ndamjoya, qui n'était pas contre la modification de la Constitution en 2008, on se pose des questions. On sait quand même que cette modification portait sur l'éternisation de M. Biya au pouvoir. Donc finalement, quel type d'opposant avons-nous? Et quel remède peut-on apporter pour qu'on ait une nouvelle classe politique? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est justement avec cette question-là qu'on va sortir de cette émission. Mais je propose qu'on prenne d'abord tout d'abord au téléphone Cyril Sambaka, parce que l'UDC également connaît les mêmes problèmes que bon nombre de partis politiques de l'opposition en ce moment. Donc au téléphone, on va prendre dans un instant Cyril Sambaka pour revenir justement sur l'élection de Madame Tomeno Ndamjoya, l'épouse du regretté maire de Founban. Voilà. Cyril Sambaka au téléphone. Vous êtes avec nous déjà. Bonjour Cyril Sambaka. Oui, bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais très bien, je suis en forme. D'accord. Alors avec vous justement, on parle de l'élection de Madame Tomeno, l'épouse de Ndamjoya. Justement, est-ce que vous êtes toujours premier vice-président de l'UDC, Cyril Sambaka? Ça n'a pas changé. Je suis le premier vice-président de l'UDC, celui qui statutairement devrait conduire la transition. Alors, quelle est finalement la réelle, parce que vous dites que celui qui normalement devrait conduire la transition, quelle est la réelle valeur finalement d'un premier vice-président dans un parti comme le vôtre?
Non, le problème de pardon ne se pose pas. Par ordre de préséance, n'est-ce pas, c'est lui qui remplace le président. Donc, il y en a 3 dans l'UDC. Le problème de l'UDC, c'est un problème, c'est pas un problème de légalité, c'est un problème de légitimité. C'est-à-dire que les grands électeurs, que sont les responsables, n'est-ce pas, ont fait une pétition estimant qu'ils allaient plutôt mettre un président intérimaire qui n'est pas celui qui est statutaire. Ils ont donc fait cette pétition. Alors je me suis trouvé devant une situation difficile parce que je n'étais même pas au courant. J'étais dans mon confinement. Et voilà, donc cela s'est passé comme ça. C'est-à-dire que si moi j'attaque cette décision, il faut que je sois en mesure de gouverner. Parce que si ceux avec qui je dois gouverner sont capables de faire des pétitions pour m'écarter de la gestion, je suis devant une histoire de légitimité et de légalité. Sur quoi repose justement cette pétition? Pourquoi ils ne veulent pas de vous à la tête de l'UDC? Alors moi aussi je compte un peu sur vous pour aller enquêter parce que moi je ne sais pas. Et je dois dire que le malheur qui a frappé l'Union démocratique du Cameroun, il y avait après cela 8 personnes qui venaient sur Douala pour précisément me dire ce qui s'est passé. Et au niveau de Mbanga, il y a un véhicule qui a fait l'accident, il y a eu 3 morts. Donc je n'ai jamais eu le rapport de ceci ou de cela. Est-ce que vous avez... Oui. Est-ce que vous avez pu échanger avec Mme Tomeno depuis son élection? Mais ce n'est pas elle qui a initié cette affaire-là. Vous comprenez? Mais vous êtes son vice-président maintenant. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez échangé avec elle depuis son élection? Est-ce que vous avez discuté? Elle vous a contacté? Vous l'avez contacté? Nous avons parlé entre elle et moi, il n'y a aucun problème. Vous avez compris? Le problème qu'il y a, c'est le problème de la démocratie. Est-ce que pendant 29 ans de fidélité, les membres du bureau exécutif sont capables de dire que je ne peux pas conduire une transition? C'est là où se trouve toute la question. Mais on ne peut pas les lire sans son consentement. Je veux dire que si elle a été élue, c'est pour dire qu'elle était forcément d'accord. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a aucun problème. Je tiens à vous préciser que je n'étais pas là. Donc toutes ces questions-là doivent être posées à ceux qui étaient là. Est-ce que vous aviez déjà discuté justement de sa succession au sein de ce parti avec l'illustre docteur Ndamjoya, qu'il repose en paix? Tout ce que je peux vous dire, c'est que le docteur Adamou Ndamjoya m'a reconduit à ce poste. Ça fait près de 10 ans que je suis vice-président. Il n'a jamais trouvé un problème à cela. Vous n'aviez jamais parlé de sa succession, l'UDC après lui? Vous n'aviez jamais parlé de sa succession, l'UDC après lui? Mais vous savez, ce que je peux vous dire, c'est que l'UDC ne peut pas, c'est un juriste, hein? Donc il ne peut pas avoir des statuts, les règlements intérieurs de l'UDC qui ne le disent pas. Le problème, c'est qu'il y a eu un couac. Le couac vient des responsables, n'est-ce pas, du bureau exécutif. Qui semble-t-il, parce que moi je n'ai pas vu la pétition, je tiens à vous le dire, qui semble-t-il ont instruit une pétition et ont convoqué, n'est-ce pas, sur la base de 2 tiers, parce que c'est ce que les statuts disent, n'est-ce pas, c'est cet élément essentiel que la mise en place d'un nouveau président. Qu'est-ce que vous entendez? Les statuts sont clairs, comme je vous dis. Oui, qu'est-ce que vous entendez? Oui. Oui. Maintenant que les statuts ont été bafoués, violés, qu'est-ce que vous, Cyril Sambaka, vous entendez faire? Mais il y a encore du temps, je suis en train d'essayer de comprendre comme vous. Je suis en train d'essayer de comprendre comme vous, parce que en réalité, je me considère comme un fidèle des fidèles de ce parti depuis 29 ans. J'ai gravé toutes les échelles depuis la base jusqu'au sommet. Je suis aujourd'hui premier vice-président. Le mentor, le créateur de ce parti s'en est allé. Il a laissé un énorme trésor que je ne peux pas abandonner. Ça veut dire que votre avenir au sein de ce parti, votre avenir au sein de ce parti n'est pas menacé? Mais je ne suis pas un devin, mais ce que je dois dire, mais il s'agit de votre propre futur, Cyril Sambaka. Oui, mais ce qui ne sera jamais menacé, je peux vous le dire aujourd'hui, c'est mon devoir de partager tout ce que j'ai appris à côté de ce grand homme. Que ce soit dans le véhicule de l'UDC, que ce soit dans un autre véhicule,
mon devoir, c'est de partager ce que j'ai appris pendant 29 ans. Ah d'accord, ça veut dire que vous envisagez quand même l'hypothèse d'aller rejoindre notre formation politique. J'ai l'impression que je suis un être humain. Oui. Et qui a envie de donner, qui a envie de partager. Pour sortir, est-ce qu'il y a une formation politique déjà qui se rapproche un tout petit peu de vos idéaux? Je sais que justement pour l'élection législative, vous partagez votre liste avec des militants du PCRN. Est-ce qu'il y a une formation politique aujourd'hui qui se rapproche un tout petit peu de vos idéaux politiques, de ce que vous avez appris, comme vous le dites vous-même, aux côtés du docteur Adamou Ndamjoya paix à son âme? Pour le moment, c'est l'Union démocratique du Cameroun. Merci Cyril Sambaka d'avoir été... C'est moi qui vous remercie et j'espère que vous n'allez pas me solliciter seulement quand il y a des problèmes, parce que ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas appelé à votre plateau. Vous serez là très bientôt, Cyril Sambaka. Vous savez que c'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Un commentaire peut-être, Célestin Djamen. Oui, ce qui m'a fait rire de la part de mon ami Sambaka, c'est qu'il a dit que pour le moment, je suis à l'UDC. Donc je voulais également rappeler qu'un parti politique, ce n'est pas un trésor. Un parti politique, c'est un canal à travers lequel les membres du parti essaient de vendre un projet de société au peuple. En vérité, le trésor, c'est les convictions. Effectivement, le drame consiste à faire croire que le parti politique est plus important que l'idéal. L'idéal, c'est le changement du Cameroun. Un parti politique n'est pas et ne peut être une église où effectivement tout est focalisé sur la structure. La structure est importante, je ne dis pas le contraire, mais ça doit nous permettre de nous projeter vers l'idéal qui est le changement profond. Donc, en vérité, comment réparer justement aujourd'hui l'opposition camerounaise? On sort sur cette question-là. Comment est-ce qu'on répare aujourd'hui l'opposition camerounaise? Mais il faut que les racines soient suffisamment implantées. Je l'ai dit et je l'ai redit. Tant qu'on continuera, n'est-ce pas, à faire adhérer les gens dans les partis sans aucune formation basique, il est évident qu'ils vont gravir les échelons selon les réseaux qui sont en place. Et c'est eux qui seront demain les acteurs politiques, sans aucune base idéologique. C'est extrêmement grave. Vous croyez que dans les grands pays, les grands combats, les grandes révolutions sont faits comment? Parce qu'il y a des hommes de passion, de conviction qui ont été formés. C'est ça la réalité, malheureusement. Alors évidemment, quelqu'un va rentrer dans un parti politique parce qu'il a un peu plus d'argent, il va acheter des postes, il va acheter des gens, et il va prendre la machine du parti. Aujourd'hui, on voit bien à l'UDC. Malheureusement, là, dans le cas de l'UDC, c'est une succession conjugale, si j'allais dire familiale. Aujourd'hui, M. Sambaka, malheureusement pour lui, apparemment, ce serait un crime, il n'est pas Bamoun. Donc, c'est la raison, pour ce qui me concerne, essentielle, qu'il l'a empêché d'être à la tête de l'UDC aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut changer. Les dirigeants qui pensent d'abord eux-mêmes, qui ne peuvent même pas respecter les statuts d'un parti politique, vous l'avez dit, Leïla, les statuts sont là. Ils disent que le premier vice assure l'intérim du président qui n'est plus là. Comment se fait-il que Mme Tomeno, voyant cela, n'a pas dit stop, respectez les statuts? Elle est complice. Elle est complice. Et ça, c'est le triomphe de la médiocrité en politique. Merci. Ce n'est pas acceptable. Merci. Célestin Djamen, un dernier mot peut-être en 30 secondes avant... J'ai envie de dire que Célestin Djamen a fini par me rejoindre, même s'il ne sera pas d'accord. Mais vous êtes obsédé par vous rejoindre. Mais vous rejoindre en quoi? Vous rejoindre sur quoi? Mais arrêtez votre cinéma. Nous avons un déficit de préparation politique et nous avons les résultats. Merci Gilbert Rostin-Medou d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous Célestin Djamen, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès dimanche prochain sur les antennes de Studio Le. Bon dimanche à tous. Finalement, c'est court, 1 heure. C'est court.